Bonsoir à toutes et tous. Je suis très très heureux d'abord de vous accueillir. Je vois que tout le monde a mis son masque. Est-ce que tout le monde est passé par la station lavage des mains? Oui, parfait. Parce que je crois qu'il va falloir qu'on s'habitue à ça. Je disais à nos collègues depuis quelques mois, aussi bien à la métropole qu'à la mairie, qu'en début d'année, les choses s'éclairciraient. Et puis peu à peu, j'ai repoussé l'échéance. Et je vois bien qu'on est parti jusqu'à l'été prochain, certainement. Donc d'où la grande importance d'écouter avec beaucoup d'attention ce que va nous dire Jean Sarlang, qui est mon presque jumeau. C'est ça, Jean? Je crois qu'on a 2 jours d'écart tous les deux. Donc on est des quasi-jumeaux, on a plein de choses en commun. On est des bouscatés convaincus et amateurs et amoureux de notre ville depuis très longtemps. Nous sommes médecins tous les deux, vous le savez, sauf que Jean a été chef de service en pédiatrie, infectiologue pédiatrique, et s'est beaucoup occupé aussi de la grande prématurité. Mais ça, c'est une autre histoire. Ce soir, c'est l'infectiologie du virus qu'on ne connaît pas encore très bien, au vaccin qu'on attend désespérément. C'est un petit peu ça. Voilà. Donc, merci à Jean de nous rejoindre pour cette belle conférence. Il y aura plein de questions. Vous les avez réservées, j'espère. Et j'espère qu'on aura beaucoup de réponses à entendre de la part du docteur Sarlang. Merci. Bonne conférence, bonne attention. Et puis, nous nous reverrons à la sortie pour vous demander vos impressions. Voilà. Vous savez que depuis une période assez longue maintenant, nous vivons dans une période de tension assez forte entre liberté individuelle et responsabilité collective. C'est pas prêt de s'arrêter. Alors je suis ravi de pouvoir participer à modeste échelle à essayer de diminuer cette tension en vous apportant quelques informations et éléments de réflexion sur cette pandémie. Alors j'aime bien la dernière phrase qui me paraît importante, il n'y a pas de fait, seulement des interprétations. Moi j'ai plutôt tendance à voir la bouteille à moitié pleine. Certains vont voir la bouteille à moitié vide. Pour ça, on peut avoir des discours alarmistes ou rassuristes. Je crois que la tendance, c'est d'être au milieu, d'essayer d'avoir des idées. Et j'essaie de vous apporter quelques éléments d'information et de réflexion. Alors, il va y avoir 3 parties, avec des questions après chaque partie, à peu près égales. Le virus. Qu'est-ce qu'un virus? Qu'est-ce que c'est que ce coronavirus? L'infection et la maladie, c'est pas tout à fait pareil. Et la prévention. Et mon objectif, c'est d'informer, de rassurer et surtout de responsabiliser, parce qu'effectivement, on est tous dans la même galère. Alors, je sais moi qui commande, c'est parti. Préambule, qu'est-ce qu'un virus? Qu'est-ce qu'un virus? C'est une toute petite chose. J'ai mis quelques échelles de valeur. 1 million de fois plus petit qu'une balle de tennis. 1 million, c'est vraiment très très petit. Alors, des choses très basiques. Cette particule a enfoncé en milieu ce que j'avais appelé le programme. Nous avons tous des acides nucléiques dans tous nos chromosomes, dans toutes nos cellules, et le virus a aussi une molécule d'acide nucléique, soit l'une, soit l'autre, j'appelle ça le programme. Ces molécules sont incluses dans une coque, qui s'appelle la capside, moi j'appelle ça la capsule, parce que ça peut aussi ressembler à des capsules de cosmonautes, quand ils se intéressent. Et puis, éventuellement, ces virus, ces particules ont une enveloppe de nature lipidique. Le mot lipidique n'est pas négligeable à entendre, et j'appelle ça la tunique. Voilà. Donc, le programme informatique, une petite boîte, la capsule, et puis une petite enveloppe par-dessus, pour certains virus et pas pour d'autres. Alors voilà, des virus, ça c'est en 3D. Vous voyez à l'intérieur, c'est l'acide nucléique, et puis la capsule, la capside, et puis une petite enveloppe avec des petits spicules. Et ça, c'est le coronavirus. Vous voyez donc son acide nucléique, son programme informatique, et puis sa coque. Et puis ici, une enveloppe avec des petites choses ici, petits spicules qui sont intéressants, on en reparlera tout à l'heure. Voilà, ça c'est un virus. La caractéristique essentielle du virus, c'est celle-ci. C'est vivant. Alors il y a même eu des discussions pour certains pour dire c'est vivant ou pas vivant. Donc on est d'accord, c'est vivant, entre guillemets. Mais ce n'est pas autonome. Ça c'est fondamental. C'est-à-dire le virus, il ne peut pas se reproduire tout seul. Le virus, c'est un parasite. Il faut qu'il aille. Il a un programme, mais il n'y a pas la machine pour faire fonctionner le programme. Voilà. Il a un programme, et puis s'il n'y a pas la machine. Alors on peut comparer avec un virus informatique. Le virus informatique, si on utilise le mot virus, c'est pas pour rien. Que le virus, vous recevez un mail douteux, si vous ne cliquez pas dessus, il ne va rien faire, il va partir. Si vous cliquez dessus, le virus va prendre possession de votre ordinateur, il va prendre possession de votre machine, il va faire des choses, et puis il va même faire d'autres virus, il va partir ailleurs. Voilà. Un virus, c'est ça. C'est une particule vivante, entre guillemets, non autonome, incapable de se reproduire. Or, les virus, leur but dans la vie, c'est pas de nous embêter, c'est de se reproduire. Ils n'ont que ça. Il faut faire d'autres virus. Et donc, pour ça, il faut qu'ils parasitent des cellules, des bactéries. Les bactéries ont des virus.
des virus spécialisés pour les bactéries. Et ces mêmes virus sont même utilisés, puisqu'on peut, dans certains cas, utiliser des virus spécifiques contre certaines bactéries pour traiter des infections. On appelle ça la phagothérapie. Les phages, des virus qui s'occupent des bactéries, qui les détruisent. Oublions, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Les virus peuvent aller dans les cellules végétales, animales ou humaines. Et donc, c'est un parasite. Qu'est-ce qu'il fait qu'une fois qu'il rentre dans la cellule? Il rentre dans la cellule, il ne peut pas faire autrement. Alors, il peut les détruire. Exemple simple, quand vous avez un bouton d'herpès, un bouton de fièvre, vous avez un petit trou, ça brûle, et un petit trou. Vos cellules ont été détruites. Le parasite, le virus, peut modifier ces cellules. Vous avez peut-être entendu parler du cancer du col de l'utérus, du papillomavirus. Eh bien, ce virus va modifier les cellules. On va passer par la dysplasie, puis le cancer. Ça modifie les cellules. Certains virus peuvent infecter les cellules de façon chronique. Exemple type, le VIH. Quand on a un VIH, on a le VIH pendant des années, peut-être une personne qui s'en a débarrassé, c'est infecté de façon chronique, on contient l'infection, mais le virus continue d'infecter les cellules. Et puis, un exemple intéressant, c'est le virus qui reste tranquille dans les cellules. Ça vous surprend, on peut avoir un virus tranquille, vous avez sûrement. Tous ceux qui ont fait la varicelle dans la salle ont le virus de la varicelle qui est dans un coin. Et à l'occasion d'un stress, d'une maladie, bénigne ou maligne, d'un cancer, d'une immunodépression, de la sénescence, le virus qui est caché, qui est resté quiescent, dormant dans votre organe, il va sortir, il va faire un zona. Voilà. Donc le zona, la varicelle, le zona c'est le même virus, il fait la varicelle, après il s'endort dans un coin, mais il ne dort pas, il dort que d'un œil, et puis de temps en temps il sort, il peut sortir 10 ans, 20 ans après. Voilà. Donc c'est ça, un virus, c'est un parasite. Et alors, il peut potentiellement entraîner une maladie, mais tous les virus n'entraînent pas la maladie. Je vais dans les écoles, je parle des microbes, ils me disent que les microbes, c'est des trucs qui donnent des maladies. Non, non. Il y a des millions de microbes, il y a quelques-uns qui donnent des maladies. Et pour l'homme, les virus pour les plantes, pour les bactéries, pour l'homme, il y a à peu près 130 virus, je ne sais pas compter, mais on pense qu'il y a 130, 150 virus qui sont pathogènes pour l'homme. Dans notre tube digestif, nous avons des milliards de bactéries, et certaines de ces bactéries ont des virus à l'intérieur. Tout le monde vit très bien tranquille. Retenez la notion de particules non autonomes. Alors, je suis désolé, il n'y a pas en anglais, mais parce que les gens, même les Français, publient en anglais maintenant. Vous ne pouvez pas lire une revue médicale française, c'est en anglais. Alors, je vous ai mis une traduction toute basique. Hein. Le virus est ici, là. Voilà, le virus. Il va rentrer, on reparle de ça. Il rentre dans la cellule, il se met tout nu, il enlève son enveloppe, il enlève sa capsule, ça c'est l'acide nucléique, le programme, et puis il va prendre. Attendez, hop, excusez-moi. Non. Ah là là, non, je me suis trompé de truc, voilà. Hop, peut-être en arrière, je ne peux plus là. Voilà. Il rentre dans la cellule, il relâche son programme, il utilise la machinerie de la cellule pour se dupliquer X fois c'est beaucoup. Et vous voyez qu'à droite, donc ici vous voyez, à droite, la cellule, le virus est rentré, il se déshabille, il fait, la cellule travaille pour lui pour faire plein de petits virus, et après il relâche. Et donc une cellule peut générer des centaines de nouveaux virus qui à leur tour vont. Leur seul objectif, c'est d'aller dans d'autres cellules pour se reproduire. En avant. Ok, c'est vrai. Alors, comment peut-on voir les virus? Il faut un microscope, mais pas un microscope du laboratoire. Voilà. Il faut un gros microscope. Si monsieur le maire voulait, qui est médecin, voulait avoir un microscope électronique, il faudrait qu'il demande une salle spéciale et surtout qu'il ait un gros budget, un très gros budget. Voilà. Ben oui, ben oui, on ne sait jamais. Moyennant quoi, vous pouvez voir par exemple le virus de la grippe. Ça, c'est le virus de la grippe. Après, le virus de la grippe, c'est pas intéressant parce qu'il est aussi enveloppé. Il a aussi une enveloppe avec des petits spicules. On va revoir ça. Alors, en fait, en pratique, on ne cherche pas à voir le virus, on cherche à mettre en évidence des morceaux de virus. Donc, soit le petit programme informatique qui s'appelle l'acide nucléique, et ça, c'est la biologie moléculaire, on parlera PCR un petit peu. Hein. Voilà, on peut trouver là. L'acide nucléique du coronavirus, pas de technique biologique nucléaire, et c'est probablement plus rapide, ça commence à évoluer, on va voir ça bientôt arriver. On peut chercher non pas l'intérieur, mais l'extérieur du virus, la coque, qui a des propriétés antigéniques, et si on met quelque chose de spécifique qui va s'accoupler avec l'antigène, on va dire c'est pas comme un test de grossesse, mais presque. Vous voyez. On trouve quelque chose, mais on met un anti-quelque chose, et on voit, ça se colore, ou ça s'agglutine, on sait qu'il y a quelque chose. Voilà. Donc, le virus, il faut un microscope électronique, mais on peut trouver des morceaux de virus, mettre en évidence des morceaux de virus par les techniques de biologie moléculaire ou par l'immunologie. Alors, de quel virus s'agit-il? Parce qu'on est là pour parler de... Alors, je ne vais pas faire de... Alors, le virus s'appelle le SARS-CoV-2, le nouveau coronavirus.
la maladie, il faut dire la Covid, peu importe. Parce que Covid, ça veut dire corona, virus, c'est facile. Disease, c'est le mot anglais pour dire maladie. 2019. On dit le virus de la grippe. On dit le virus de la rougeole. Il faut dire la Covid, mais on s'en fiche complètement. Disons Covid, ça ira bien. Alors, c'est un virus ARN. Le programme au milieu, c'est l'ARN, enveloppé, enveloppe, avec un aspect en couronne. J'ai une photo tout à l'heure. Alors, c'est un nouveau virus, c'est un virus qui appartient à une famille déjà connue. 1967, on a identifié parmi les milliers et millions de virus une famille qu'on appelle les Coronaviridae, nom latin. Une famille très déjà connue dans le monde animal. Et vous allez voir que, finalement, dans le monde animal, il y a beaucoup de coronavirus. Mais ce virus a été découvert aussi chez l'homme, et notamment chez les enfants. Les virus qu'on appelle les virus coronavirus saisonniers, human H coronavirus, ça touche tous les enfants, ça donne des infections respiratoires bénignes, des rhumes, des bronchites, rarement graves. Voilà. Et ces virus, on les connaît depuis une trentaine d'années. Et puis, on a vu apparaître il y a une dizaine d'années des virus, alors ça s'appelle émergents, c'est-à-dire vraiment nouveaux, qui sont beaucoup plus dangereux. Il y a eu deux, le SRAS et le MERS. SRAS, bon, c'est des anglais, des anglicismes. Alors, ces virus, coronavirus, ils sont assez proches en termes d'agressivité que celui qu'on a, mais heureusement, pas tout. Cela a été beaucoup plus dangereux. L'épidémie meurtrière, le SARS, c'était 10% de mortalité, le MERS, c'est 30%, hein, et c'était limité. Alors, le SARS, ça venait aussi des pays asiatiques, de Chine. Le MERS, c'était plutôt en Arabie Saoudite. Mais ces virus ont voyagé. Il y a eu des SRAS en France, notamment dans le nord de la France. Le MERS, c'est beaucoup au Canada. Bon, peu importe. Voilà. On connaît depuis longtemps des virus, des coronavirus. Celui-ci, il est nouveau, mais il appartient à une famille déjà connue dans le monde animal et même chez l'homme, avec des gentils, à peu près gentils, et des très méchants. Alors, c'est juste un clin d'œil, hein. Ceux qui aiment les bandes dessinées. Vous voyez que les auteurs d'Astérix en 2017 avaient déjà entendu parler de coronavirus, donc c'est pas, ils connaissaient déjà qu'il y avait des coronavirus, et puis ça c'était la course de char, bon, peu importe. Donc coronavirus, c'est pas si nouveau que ça fait des dizaines d'années, et ça a même été mis en exergue dans Astérix. Alors voilà la bête, hein. Mais sympathique, hein, comme ça. Alors vous voyez qu'il y en a beaucoup, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, il y a partout, hein. Ah là 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 là. Voilà. Et puis il y a cette fameuse couronne, et puis il y a ces petits spicules là qui sont importants, on va en parler après. Vous voyez, des petites piques sur ce. Voilà. Donc l'ARN est à l'intérieur, ça c'est la capsule, et puis dessus il y a une enveloppe à base lipidique avec ces petits spicules. Voilà. On continue. Voilà le nouveau coronavirus. Donc il s'appelle SARS-CoV-2. Pourquoi 2? Parce qu'il ressemble beaucoup au précédent qui était le SARS-1. On n'avait pas mis 1 parce qu'il était tout seul, mais maintenant on appelle 2. Alors d'où vient ce coronavirus? Ça c'est intéressant. Eh bien c'est un hybride. Un hybride, vous savez ce que c'est que des hybrides, hein? C'est des mélanges. Ce virus, son programme, il a pris des bouts d'un coronavirus de chauve-souris. Voilà. 96%, le programme informatique, là, le truc à l'intérieur, 96% c'est le même programme que le coronavirus de chauve-souris, BAT, c'est quoi chauve-souris, voilà. Mais ce coronavirus de chauve-souris ne pouvait pas nous infecter, ne peut pas. Il a fallu qu'il se mixte, il a fallu qu'il fréquente un autre virus, qui est celui d'un coronavirus du pangolin, et puis ils se sont associés, entre guillemets, et ce coronavirus du pangolin, il a donné au virus de chauve-souris la possibilité de s'accrocher aux cellules humaines. Le coronavirus de chauve-souris, le fameux BAT-CoV, il ne peut pas s'accrocher aux cellules humaines, donc on s'en fiche, il reste chez la chauve-souris. La chauve-souris le supporte très bien. Par contre, vous verrez après comment ça se passe, c'est que quand le coronavirus du pangolin a donné au précédent un petit plus, ce petit plus fait tout le danger, c'est que ce virus peut s'accrocher aux cellules humaines. Voilà. Alors c'est important à comprendre parce que, alors voilà, donc photo, c'est M. Lina de Lyon, qui est un monsieur que j'aime bien. Ça c'est des cellules, la surface du respiratoire, voilà, surface des poumons, cultivées bien sûr, et là c'est le coronavirus qui s'accroche, vous voyez, tous les petits spicules. Voilà. Alors, donc d'où vient ce coronavirus? Eh c'est une zoonose. C'est un mot qu'il faudra prendre parce que vous n'entendez pas les zoonoses. C'est-à-dire quelque chose qui vient de l'animal. Alors, l'animal réservoir, c'est la chauve-souris. Alors,
l'anagramme de chauve-souris, c'est souche à virus. Vous pouvez vérifier. Souche à virus. Les chauves-souris ont plein de coronavirus et plein d'autres virus. Hein. Ils ont des virus qui ressemblent à ceux de la rage, Ebola. Enfin, les chauves-souris ont en elles depuis des millions d'années des virus. Elles vivent très bien avec. Les chauves-souris, c'est une espèce très intéressante qui a longtemps été très négligée. J'ai trouvé des papiers il y a 40 ans, on disait les chauves-souris, c'est pas trop embêtant. En fait, c'est des réservoirs à virus. Elles vivent très bien avec, parce que c'est des animaux très très anciens, des dizaines de millions d'années. Les chauves-souris, ce sont des mammifères qui volent, ça c'est exceptionnel. Les mammifères, ça ne vole pas, sauf les chauves-souris. Et les chauves-souris arrivent à gérer tous ces virus très bien. Et d'ailleurs, s'il y a des vocations scientifiques à faire, c'est chercher les chauves-souris, c'est de comprendre pourquoi les chauves-souris qui ont ces coronavirus n'en souffrent pas. Leur système immunitaire se débrouille très bien avec. Voilà. Donc l'idée, c'est que les chauves-souris, il faut les fiche la paix. Vous savez que c'est une espèce protégée. Hein, et les chauves-souris, il ne faut pas les embêter. Elles ont des virus, elles s'en fichent complètement. Et ces virus ne doivent pas nous toucher. Sauf si on fait autre chose. Dans l'autre intermédiaire, vous savez, c'est le pangolin. Une espèce également protégée. Voilà. Et puis les victimes, j'ai pris un stade. C'était le stade, on peut penser que le stade de Bergame. Il y a eu un match de football en Italie avec beaucoup de gens. Et puis c'est parti comme ça. Alors, ce qui est intéressant, donc coronavirus, animal réservoir, la chauve-souris. Anagramme, souche à virus. Les zoonoses représentent 65% des maladies infectieuses émergentes. Voilà, depuis 30-40 ans, il y a plein de nouvelles maladies, qu'on croit nouvelles, qui en fait sont détectées maintenant. Et les 2 tiers de ces maladies viennent de microbes, bactéries, virus, qui viennent des animaux. Et la Covid-19, sa 3e émergence qu'on a vue, ça 20 ans, je vous ai expliqué, il y a eu le SARS, le MERS, et maintenant la Covid-19, le SARS-CoV-2. Alors, juste pour dire que ce n'est pas nouveau, ces histoires de recombinaison d'espèces. Certains d'entre vous, même la plupart d'entre vous, se rappellent qu'on a eu il y a 10 ans la fameuse pandémie H1N1. H1N1, c'est un virus grippal. Mais c'était aussi un hybride. Voilà. C'était donc, ça c'est le réservoir, c'est les oiseaux. Vous avez entendu parler de la grippe aviaire. La grippe aviaire, pas celle qui tue les canards, celle qui tue les hommes. La grippe aviaire, heureusement, ça touche très peu les hommes. Il y a à peu près 500 cas, 600 cas de grippe aviaire détectés dans le monde, et la moitié des gens meurent. Bon. Et puis après la grippe aviaire pour les animaux. Mais tout ça, c'est des virus dont les réservoirs sont les oiseaux. Oiseaux, sauvages. Eh bien, lorsque le virus passe d'un oiseau à un cochon, à un homme, etc., et que tout ça, ça se... mais décidément, j'ai un problème. Voilà. Lorsque tout ça se mélange, dans les cellules, 2 virus rentrent et puis se mélangent, eh bien, ça donne le nouveau virus H1N1, qui est plus nouveau maintenant. À l'époque, il était nouveau. C'était aussi une zoonose. Alors, pourquoi tout ça? Eh bien, certains disent que la nature se venge, mais la nature ne se venge pas. C'est que nous perturbons la nature, et puis la nature, elle s'adapte. Les microbes, ils s'adaptent. Ils ne sont pas méchants, ils ne sont pas intrinsèquement méchants, ils s'adaptent. Et donc, le comportement humain, la déforestation, l'élevage intensif, les changements climatiques, vous savez qu'on va avoir maintenant dans le climat des viroses qui existaient dans les pays chauds, par exemple à l'île de la Réunion, chikungunya, c'est à la Réunion. Maintenant, avec des moustiques tigres quasiment dans la moitié de la France, on peut avoir ce genre de virus, parce qu'il fait plus chaud. Alors, le trafic de consommation des animaux exotiques, vous savez que les Chinois sont très friands de tas de choses, de chair, d'écailles, de pangolins, tout ça, bon voilà, donc ils trafiquent. Le point important, c'est quand on les force à vivre ensemble, ces animaux. La chauve-souris, elle vit dans des grottes ou dans des forêts. Le pangolin, il vit dans des forêts, mais pas dans des grottes, puis pas au même endroit. Si on les force à vivre ensemble, dans des réserves, dans des marchés, eh bien, ils n'ont d'habitude pas la même écologie. Ces virus de l'un peuvent rencontrer le virus de l'autre, et ça fait des petits qui sont dangereux. Donc ce qu'on appelle la recombinaison des virus, des morceaux, et ce qu'on appelle le franchissement de la barrière d'espèces. Voilà. Les virus des animaux vont passer d'un animal à un autre animal, et puis un jour à l'homme. Et je vous rappelle que les chauves-souris et le pangolin sont des espèces protégées et qu'il faut continuer à les protéger. Vous n'avez pas le droit de tuer une chauve-souris. En France, c'est une espèce protégée. Alors, ces recombinaisons sont fréquentes. Ce qui est plus rare, heureusement, c'est le fait que ce nouveau virus hybride s'adapte à l'espèce humaine. Et donc, dans le cas précis, c'est un gène du pangolin, du virus du pangolin, du coronavirus du pangolin, pas un gène du pangolin, un gène du coronavirus du pangolin qui a transformé le virus de la chauve-souris en un virus adapté à l'espèce humaine. Alors,
Ça, c'est un petit peu de l'interprétation. Je dis prévenu, c'est que des interprétations que je fais. Je vous donne des informations. Après, je vous dis, on peut être optimiste ou pessimiste. Bon, d'après ce qu'on voit un petit peu dans l'histoire des maladies, c'est que, en général, il y a un petit équilibre entre agressivité et transmissibilité. C'est assez facile à comprendre. Ebola tue 50% des gens. C'est cynique, mais ceux qui sont morts sont plus contagieux. Voilà. Voilà. Et d'autres virus, le SARS, le MERS, les fameux coronavirus anciens, les épidémies ont été contenues et même quasiment éradiquées. Quand les virus sont moins agressifs, ils sont souvent plus transmissibles. Alors, c'est de l'interprétation, c'est du darwinisme, peu importe. Mais retenez quand même qu'en général, quand c'est très dangereux, la population atteinte va rapetisser et le virus va chercher d'autres choses. D'accord ? Voilà. Donc, on peut essayer d'être un petit peu pas optimiste, mais réaliste en disant c'est un virus qui est agressif, on va voir lequel, qui est transmissible, ok, mais il y a un certain équilibre. On parlera peut-être des mutations, se poser des questions, mais voilà. C'est les composants humains qui favorisent la connaissance des virus et franchement des variétés d'espèces. Après, la nature ne se venge pas, la nature s'adapte. Alors, ça c'est important aussi. Donc, vous savez que c'est parti en Chine, hein. D'accord. Le virus de la grippe porcine, c'était au Mexique, c'était pas en Chine. Hein. Voilà. Le cochon qui a pris le virus de l'oiseau et après qui a disséminé, c'est en Mexique. Le virus, coronavirus, la Covid, c'est en Chine. Alors ça c'est intéressant, c'est que ici vous avez le début de la pandémie, donc les pays asiatiques, l'Europe, un peu les États-Unis, et ici vous avez, à la même période, en mars, la fréquentation des lignes aériennes, les échanges internationaux. Vous voyez qu'il y a un certain parallélisme. Voilà. Il y a beaucoup de lignes internationales, beaucoup d'innovations vers l'Asie, l'Europe, l'Amérique du Nord, et très peu vers l'Afrique, tout ça. Et donc, au début, ça suit rigoureusement les transports essentiellement aériens. Puis après, ça part de l'Amérique du Nord vers l'Amérique du Sud. Mais au départ, c'est quand même assez parallèle aux transports internationaux et nationaux. Je ne sais pas où j'en suis là, en termes de temps. Bon, peu importe. Alors, ce virus est contagieux. Ben oui, vous savez. Hein. Alors, quand beaucoup d'individus sont immunisés, ça se limite, ça se circonscrit, ces épidémies. Par contre, quand il y a un nouveau virus pour lequel personne n'a d'immunité, on n'est pas des chauves-souris, donc on n'est pas immun vis-à-vis du coronavirus, ça fait une pandémie. Voilà. Pandémie, c'est quand le virus rentre dans une population naïve, vierge, jamais de contact, ce nouveau virus, il va se reproduire, il va disséminer. Alors, une notion, vous avez peut-être entendu parler de ça souvent à la télé, on en parle, le R0, le R, bon. Juste une petite notion théorique, assez simple. Le R0, c'est le nombre de personnes contaminées par un sujet malade, une population non immune. C'est-à-dire que, de façon abstraite, c'est surtout fait avec des modèles mathématiques, il faut se méfier des modèles mathématiques, mais de façon abstraite, le coronavirus, si une personne est atteinte, elle va contaminer 3 personnes. Si ces personnes n'ont pas de masque, si ces personnes sont à côté d'elles, si ces personnes n'ont pas été immunisées ou vaccinées. 3. Ça, c'est la théorie. Pour vous donner une ordre d'idée, la rougeole, c'est 15. Sauf que la rougeole, tout le monde est vacciné à peu près, et beaucoup de gens ont fait la rougeole, ils ne le feront plus. Mais intrinsèquement, la Covid est contagieuse. 1 donne 3. La grippe, c'est 1 contamine 2. La rougeole, c'est 15. Ça, c'est intrinsèquement. Mais ce qui est important, c'est ça. C'est le RE. Effectif. C'est ce qui se passe maintenant. Et maintenant, c'est plus comme avant. Parce que maintenant, on met des masques. Maintenant, on fait attention. Certains l'ont eu, l'auront pas en tout cas pendant quelques semaines. Voilà. Donc, à un moment donné, c'est... Et ça, c'est hyper important. C'est ça qui surveille. Hein. C'est quand la population devient immunisée après une infection à vaccination, le taux de reproduction de la maladie va diminuer. Surtout quand la mesure de contrôle est efficace, ça diminue. Malheureusement, quand il y a du décès, ça diminue aussi, par force. Quoi. Alors, ce RE, mais dans beaucoup de la presse, on met souvent R0. RE. Quand il est au-dessus de 1, par définition, l'épidémie progresse. Quand il est en dessous de 1, l'épidémie régresse. Alors, en Aquitaine, on va parler de ce qui nous concerne, l'Aquitaine, à un moment, il était 1,2, 1,3. Donc, ça progressait. Je n'ai pas les données, ça sort le jeudi soir, les données, ça sort le jeudi soir. Hein. Eh bien, si on est sans doute sous 1, ça veut dire que ça se tasse. Donc je pense qu'on n'est pas loin de 1. 1, c'est déjà pas mal, mais l'idée c'est que 1 ne contamine que 0. Enfin, bon. Mais voilà, et c'est ce chiffre qu'il faut voir. Et dans certains endroits actuellement, à Paris, c'est 1 contamine peut-être 2. Donc c'est très important. Voilà. Et ça, c'est la vraie vie.
C'est pas la théorie. La théorie, c'est 1 contamine 3. Dans la vraie vie, si on fait des choses, c'est pour que ce taux diminue. Et l'idéal, c'est de faire diminuer beaucoup pour qu'on soit en dessous de 1 et que l'épidémie s'éteigne. Alors, celui-là, le contagieux, bien sûr, vous le savez. Hein. Alors, ça se transmet d'individu à individu. C'est toujours d'individu à individu. Hein. Et le coronavirus ne va pas nous contaminer. Je le répète, la chauve-souris ne va pas nous contaminer. C'est un virus respiratoire, par les voies respiratoires. Donc, par définition, la contamination par les voies respiratoires, c'est par le nez et par la bouche. Hein. Donc, par voie aérienne, les gouttelettes. Alors maintenant, on nuance les moyennes et les grosses, on fait grâce des microns, tout ça, émises, alors 1 à 2 mètres, lors de la parole, du chant, de la tout. Alors, il est évident que si quelqu'un parle, vous avez vu, certains ont dit maintenant qu'il ne fallait pas prononcer ni le P, ni le T, ni le P, ni le T, parce que des voyelles, je ne sais pas comment c'est, protrusives, peu importe, quand on dit peu ou te, ça part. Il faut supprimer le P et le T de la conversation, c'est compliqué. Bon. Non, mais, non, ce qui est sûr, c'est que si on parle fort, comme moi, mais je suis l'un de vous, si on chante, chant, c'est très important. Si on tousse ou éternue, ça va partir plus loin, c'est facile à comprendre. C'est du béaba. Donc, des grosses gouttelettes. Alors, vous voyez une photo, ici, c'est un monsieur qui, je ne sais pas s'il tousse, s'il parle, bon, vous voyez le nuage, c'est en couleur, et puis alors ça, c'est en cinéma, vous voyez, c'est loin à voir, mais ici, ça finit par tomber. Les particules sont ici, puis petit à petit, elles vont vers le bas. Quand elles sont moyennes ou grosses, elles vont tomber. On s'est rendu compte depuis quelques mois que quand il y a des micro-gouttelettes, elles ne vont pas tomber, elles vont rester en suspension dans l'air. C'est le problème de la transmission par les aérosols. Et donc, pour se débarrasser de ces particules en suspension, il faut aérer. Voilà. Il faut aérer. Et celles-ci, ces particules, on a vu beaucoup de gens avec des visières, ça ne marche pas la visière. Hein. Le masque, ça bouche le nez et la bouche. La visière, c'est devant. Mais si c'est dans l'air, ça passe par-dessous. Donc on peut mettre une visière si on a un masque. Mais une visière seule n'a pas une efficacité avérée sur la contamination aérienne par biais d'aérosols. Voilà. Donc, il ne faut pas chanter tout seul dans sa baignoire. Il ne faut pas dire peu ou te. Il ne faut pas tousser ou éternuer, sauf dans son coude. Et il faut mettre un masque pour éviter la projection de ces gouttelettes. Alors après, il y a les contacts directs. Si on serre la main de quelqu'un qui a mis la main à sa bouche, ben, c'est en direct. Si on l'embrasse aussi. Et après, les objets contaminés. Alors ça aussi, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites sur les objets contaminés. Alors oui, l'objet, le virus peut survivre sur un objet. On a beaucoup dit les téléphones portables, poignées de porte, enfin tout, les barres dans les tramways. Ok. Elles peuvent survivre plusieurs heures. Alors, 2 heures, 3 heures, on ne sait pas trop. Retenez quand même l'idée principale, c'est que le virus ne peut vivre que ces cellules vivantes. Son objet, il va mourir. Plus ou moins vite, mais il va mourir. C'est évident que si c'est une barre de tramway, il nettoie le tramway 3 fois par jour, quelqu'un met le virus dessus, si quelqu'un arrive 5 minutes après, il y a encore. Si le tramway est à l'arrêt dans le garage, le lendemain, il ne sera peut-être plus. D'accord ? Bon. Retenez quand même que c'est un contact direct avec les gouttelettes, une personne infectée, ou avec un objet, mais, cet objet, si c'est juste sur la main que vous lavez les mains, vous ne risquez rien. L'objet en question, il n'est contaminant que si... Ah mais décidément, j'ai un problème avec les... Voilà. L'objet est contaminant, le virus n'est contaminant que s'il est mis sur les muqueuses. Donc c'est toujours par les mains, pas les mains. Le nez et la bouche, alors l'œil aussi, donc peu importe. Voilà. Donc l'objet, si je touche l'objet et que je vais me laver les mains, que je fais autre chose, pas de souci. Si je touche l'objet et que le virus, il est là depuis 1 heure ou 2, on a beaucoup dit, on a parlé de trucs de jours, non, c'est pas vrai. Le souci avec ces informations, c'est que souvent c'est fait dans des conditions expérimentales. C'est-à-dire les gens, ils projettent, ils prennent une poire et ils projettent des virus. Puis regardent combien de temps ça dure. Mais la quantité qu'on met dans les conditions expérimentales est en général beaucoup plus importante que ce qu'on a dans la vraie vie. Voilà. Donc on a eu tendance à beaucoup, pas fantasmer, mais à beaucoup parler des objets. Oui, il faut laver les mains, oui, il faut laver les objets, oui, mais c'est vraiment le problème vraiment du contact avec les gouttelettes ou avec les mains, plus que par les objets. Il faut laver, il faut aérer surtout. Donc, les objets, oui. Alors, il y a eu des articles très inquiétants. Ils disaient que ça dure 5 jours, 6 jours sur le carton, le plastique. Non, oublions ça. Le virus, il ne vit pas sur le carton, il va vivre quelques minutes, quelques heures, il va mourir. Alors, combien de temps le virus est contagieux? Alors ça, c'est compliqué. On pense que quelqu'un qui a une infection à coronavirus,
qui a la Covid, c'est 10 jours. Pour être contagieux, il faut que le virus soit vivant. On pense que le virus est vivant, que le virus est présent vivant, 2 ou 3 jours dans les symptômes. Ça, c'est compliqué. C'est-à-dire que les gens qui ne sont pas encore malades, ils peuvent être contaminants. Et les gens ne sont jamais malades, ils sont contaminants. C'est ça le piège. C'est qu'effectivement, quand on a la rougeole, bon, on sait qu'on reste chez soi. Mais la Covid, on peut être contaminant avant d'avoir les symptômes, et on peut même être contaminant sans jamais avoir les symptômes. Voilà. Dans les mesures barrières, c'est pour tout le monde, qu'on soit malade ou pas malade. Donc, grosso modo, ça dure 2 ou 3 jours avant, 5-7 jours après. La transmission avant les symptômes, c'est des mots médicaux. Avant les symptômes, c'est fréquent. Enfin, c'est fréquent que ça puisse arriver. Et je fais une autre photo, voilà, ça, c'est intéressant. Hein. C'est infectieux. Alors, c'est des chiffres beaucoup plus précis, je ne m'hasarde pas là, mais bon, voilà. Donc là, on a les symptômes, la fièvre, la toux, ou le nez qui coule, ou rien, et là, c'est compliqué. On est contagieux en moyenne 2,3 jours avant. Bon, c'est des statistiques. Hein. Et on reste contagieux pendant quelques temps, mais vous voyez qu'au fur et à mesure que le temps passe, on est de moins en moins contagieux. Pour ça qu'on a parlé maintenant, au départ on parlait de quarantaine. Quarantaine, ça n'a jamais été 40 jours. Hein. Quarantaine, après on a parlé de quatorzaine, on parle maintenant de 1 semaine. Parce que quelqu'un qui est infecté, il a effectivement du virus, vivant, pendant 7 jours après les symptômes. Alors là, si on cherche, on va peut-être trouver de l'ADN, on va parler des acides nucléiques, on en parlera. On peut vous dire, oui, mais 5% des gens ont encore du virus. Bon. En règle générale, c'est 2 ou 3 jours avant, 7 jours après, ça fait grosso modo 10 jours de contagiosité. Ce qui est beaucoup. Hein. Par rapport à la maladie, c'est beaucoup. Alors, les super disséminateurs, vous en avez parlé de ça, les super disséminateurs, bon. Alors, c'est pas des... Alors, on dit ils ont plus de virus que les autres, oui, probablement. Ils sont plus contagieux, oui, mais surtout, c'est circonstances, mais affaire de circonstances. C'est si quelqu'un a beaucoup de virus mais qui reste chez lui, il contaminera personne. Si quelqu'un a beaucoup de virus et qu'il va voir plein de gens, il contamine beaucoup. Alors je vous ai mis 2 exemples, on va revenir après sur chez les Hauts-de-Savoie, j'ai une diapo après. C'est pratiquement expérimental. C'est un monsieur qui est venu de Singapour, qui avait la Covid, on a pu regarder tout ce qui était autour. Il y a une diapo après, plus en détail, comparé à des enfants. Bon là, vous connaissez, je pense, le fameux cluster de Mulhouse. Hein. Je vais résumer, 2000 pèlerins, 5 jours de prière, un virus. Et là, on chante, on s'embrasse. Bon, c'est comme ça. Hein. Aux États-Unis, ils ont vu beaucoup de clusters dans des chorales, et enfin dans des chorales religieuses. Je suis allé aux États-Unis, on chante. Hein. Les messes, ça dure 2 heures. Tout le monde chante, tout le monde se tient la main, tout le monde s'embrasse, on chante fort. Eh bien, en milieu clos, oui, il y a effectivement le virus circule. Si on chuchote, si on est à distance, ça ne se passera rien. Et puis alors là, j'ai mis ça aussi parce que tout le monde a entendu parler du bateau, le Charles de Gaulle. Hein. Il y avait 1700 matelots à peu près. 1000 ont été contaminés. Et pourquoi? Parce que c'était un vase clos. Parce qu'effectivement, ils dormaient dans des chambrées de 20 matelots sur 4 couchettes, les uns à côté des autres, mais voilà. Il y a très peu qui ont été très malades. Je crois qu'il y a eu 20 hospitalisés et un major en réa, je crois. Bon, voilà. Mais il y avait, sur 1700 personnes, il y a eu plus de 1000 contaminés. Très gros bateau, très gros cluster. C'est surtout le vase clos, le problème de l'aération, de la densité. Hein. Vous savez, si dans Corrèze ou dans les Landes, il y a beaucoup moins de cas qu'en Gironde, c'est parce que c'est des régions rurales, les gens sont disséminés, ils peuvent se voir, mais voilà, c'est sûr que le problème des métropoles, c'est la densité humaine. Juste des questions sur le virus, les virus en général, le coronavirus en particulier, la contagion. Après, on parlera de la maladie, des médicaments, hein, mais bon. Est-ce que vous avez des questions sur le virus? Une question, je ne sais pas si la réponse est facile. Le SARS, il y a 20 ans, le MERS récemment, enfin plus récemment, n'ont pas disséminé au-delà de leur lieu d'origine. Est-ce qu'on sait un peu pourquoi ça n'est pas allé beaucoup plus loin? Est-ce qu'on sait pourquoi ce n'est pas... Ces 2 virus ne sont pas allés plus loin. Peut-être parce qu'effectivement, il y a un certain équilibre entre agressivité et transmissibilité. Quand c'est très agressif, eh bien, le noyau s'étiole. Je ne sais pas, M. Salomon, ce qu'il en pense. J'ai un expert dans la salle, bon, mais peu importe. Mais je pense qu'effectivement, il y a un certain équilibre entre transmissibilité et gravité. L'Ebola, c'est très grave. Il y a des épidémies, mais c'est des épidémies circonscrites. Alors vous me dites, oui, c'est le mode de vie, etc. Non, mais il n'y a pas que ça. Je ne pensais pas que ça. Alors en général, d'ailleurs, ces maladies, c'est très grave, sont très contagieuses, mais c'est peu contagieux avant les symptômes. Le souci de notre coronavirus actuellement, c'est qu'on est contagieux avant. Et donc là, c'est compliqué à gérer. Ah oui, ça c'est. Alors,
je crois que c'est le MERS qui revient de temps en temps, hein. Le SARS a quasiment disparu. Le MERS, c'était en Arabie Saoudite. Là, l'histoire, c'était les chauves-souris, pas les trafics, les mouvements de chameaux, etc., bon, les marchés. Merci beaucoup pour votre intervention. On a beaucoup parlé à un moment donné des risques de mutation du virus. C'est bien, non mais j'ai pas mis de diapo dessus parce que, bon, alors les virus mutent, c'est normal. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai dit, le virus, l'ARN, c'est comme un programme informatique. Et après, il y a des copies. On peut dire aussi que c'est une lettre. Il y a des copistes. Eh bien, les copistes, de fois, ils font des erreurs. Avant l'invention de l'imprimerie, les gens recopiaient à la main. Et puis de temps en temps, on a des gens qui recopient des devoirs, ils se trompent aussi. Donc, les virus font des mutations, c'est normal, c'est logique, c'est la nature des choses. Le virus en question, le coronavirus, a probablement muté au moins une vingtaine de fois. Mais il a muté sur des régions pas très importantes. On va dire que dans son programme, il a fait des fautes d'orthographe ou des fautes d'accentuation, mais pas des mots qui ont changé. Ça vous va comme comparaison? Voilà. Si on change un mot, c'est embêtant, ça change le sens de la phrase. Si on change la virgule ou les accents, j'ai des problèmes avec les accents, ça ne change pas grand-chose. Donc le virus a muté. C'est un virus avec un très long acide nucléique. Il y a mutation. C'est d'une extrême banalité. Au jour d'aujourd'hui, on n'a pas trouvé de mutation qui ait une signification en termes soit de transmission. Alors les gens disent il est moins contagieux, plus contagieux. Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Hein. Il est plus grave, pas grave. Non, je ne sais pas. Il a muté, c'est sûr. Et c'est parce qu'il mute. Enfin, pour ça qu'on peut dire, par exemple, que le virus chinois, que l'Italie n'a pas eu tout à fait le même virus que le virus chinois. On va expliquer. L'ARN, c'est comme une espèce de signature, comme une lettre. Et on se rend compte qu'effectivement, sur la signature, il y a un mot, pas un mot, il y a une lettre ou une ponctuation qui a changé. Donc, c'est pas tout à fait le même. C'est quand même la même famille, c'est quand même le même coronavirus. Il a fait une faute d'orthographe. Quand c'est qu'il fait la faute d'orthographe, d'après vous? Il fait la faute d'orthographe quand il se réplique. Hein. Quand il sort son ARN tout nu, qu'il va dans la cellule pour faire des tas de virions, hein, pour faire 100, 150, et bien de temps en temps, il y a des erreurs. Ces erreurs, si elles ne sont pas graves, le virus ne change pas d'agressivité, de transmissibilité. Si elles sont graves, il peut changer. Alors, pour l'instant, on n'a pas vu, pour l'instant, je suis très prudent, on n'a pas connaissance de virus, de mutations qui auraient changé soit la contagiosité, soit l'agressivité. Mais il a muté, c'est sûr. Et si on dit qu'il n'a pas muté, on ne dit pas la vérité. C'est banal. Le virus de la grippe, vous savez que le virus de la grippe mute régulièrement. Vous savez, hein, c'est que cette année, le vaccin grippal, sur 4 souches, il y en a 3 qui sont nouvelles. Ils ont changé. Mais ça n'a pas changé globalement, ni les symptômes, ni la gravité. Oui? Est-ce que ces erreurs de replication, oui. vous l'expliquez, oui. présentent va entraîner des problèmes spécifiques pour élaborer un vaccin qui s'applique? Bonne question. On parlera des vaccins tout à l'heure. Non, mais bonne question. Mais effectivement, alors, la cible des vaccins sera dirigée contre des parties du virus qui sont stables. J'ai répondu. Hein, des parties du virus qui ne changent pas. Effectivement, on va venir sur la grippe. Le vaccin grippal, il marchait. Et puis un jour, le virus il a changé. Et le vaccin ne marchait plus du tout. On était obligé d'en faire en urgence. Parce que là, il avait changé de façon tellement importante que, effectivement, le sens de la lettre, le sens du paragraphe avait changé. Les mutations que l'on voit actuellement ne changent pas le sens. Donc, je vous dis, c'est des fautes d'orthographe, c'est des mots, des accents. Donc, les vaccins qui sont fabriqués sont dirigés contre des parties du virus qui sont stables. On espère stables très longtemps. D'accord. Finalement, on va pas entrer. Si on cherche dans les détails, il va y avoir des mutations. Mais on prend des vaccins, on essaie d'avoir des vaccins qui sont suffisamment avec un spectre d'activité assez large pour que ces changements qui sont inéluctables. Vous pensez au copiste qui recopie une lettre. Tant il fait une faute d'orthographe, un accent, une virgule. Mais il ne change pas les mots. D'accord? Continue, c'est des diapos de transition, coronavirus. Comment ça se passe maintenant? Alors c'est un peu plus... Je vais essayer d'être simple, c'est un peu plus technique, entre guillemets, voilà. Alors, le virus, vous avez dit, les virus, il faut qu'ils rentrent dans les cellules. Eh bien, la première étape, c'est le virus rentre et se multiplie. On appelle ça l'étape virologique. Alors, pensez à une clé et une serrure. Rappelez-vous le petit spicule sur le virus. Vous vous rappelez, il y avait des petits pics. Je vous ai dit, on en parlera, c'était en bleu, S, et puis sur le 3D, on voyait des petits pics. Ça, c'est la clé.
Ça, c'est la clé. Le virus, il a une clé. Et il faut qu'il rentre dans la serrure. Et je vous rappelle qu'avant, le virus de la chauve-souris n'avait pas la clé pour entrer chez l'homme. Donc la serrure, c'est technique, c'est le récepteur ACE2. Bon, peu importe. Ce qui est important, c'est que ce récepteur ACE2, c'est dans la cellule, c'est une espèce de serrure dans la cellule. Hein, voilà. Donc si le bon virus qui a la clé rentre dans la bonne serrure, ça marche. Enfin, ça marche. Il rentre, il infecte, etc. Ce récepteur, ce n'est pas le récepteur de la grippe. Le virus de la grippe, il ne va pas se coller sur ce récepteur-là. Et les autres coronavirus, il y a 2 qui ont la même serrure, ils ont tous la même clé à peu près, mais ils n'ont pas la même serrure. Donc si vous voulez, alors la question c'est pourquoi ce virus se fixe-t-il sur ce récepteur? On ne sait pas, mais toute la recherche là-dessus. Hein. Qu'est-ce qu'on fait avec ce récepteur? Pourquoi c'est ce récepteur qui est touché par ce virus? Parce que ce récepteur est très très important. En fait, il intervient en équilibre cardiovasculaire. Alors, c'est un schéma un peu compliqué, les médecins vont comprendre. Hein. Ça joue sur le système angiotensine, peu importe. Hein. Donc, ce virus a malheureusement l'idée d'aller tripoter une serrure qui donne sur une porte qui gère tout ce qui est la circulation sanguine. Voilà. C'est la circulation sanguine. Ce récepteur, il y en a dans différents endroits, mais globalement, même s'il est dans le poumon, il va gérer la circulation sanguine. Il y a des équilibres, c'est un peu technique, mais je vais essayer d'être clair quand même, j'espère. Alors voilà, on va faire ça ici. Voilà. Donc le virus rentre là-dedans. Alors voyez, rappelez-vous la petite spicule là. Hein, rappelez les petits pics. Il va rentrer sur... Ça c'est la clé, les clés, il rentre dans la serrure. Une fois qu'il rentre dans la serrure, alors voilà, j'ai marqué. Donc après il va tout mettre en l'air. Ça c'est le récepteur en question qui est perturbé. Ce récepteur il joue un équilibre important avec le système de circulation sanguine, de tension artérielle. Ce qu'il faut donner ça, c'est que le virus va toucher les récepteurs qui règlent la tension artérielle. C'est compliqué la médecine. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il va y avoir de liquide dans les poumons, il va altérer les parois des petits vaisseaux, il va y avoir des caillots. Les conséquences, c'est le manque d'oxygène. Si le poumon est plein d'eau, surtout si la paroi entre l'air et le sang dans lequel se fait l'échange d'oxygène, si c'est perturbé par ce virus, on a des soucis. Il va altérer les parois des vaisseaux, il va y avoir des caillots, des phlébites, des embolies pulmonaires. Voilà, c'est ça. Grosso modo, ce virus va se mettre sur un récepteur qui gère la circulation sanguine de façon globale, les petits vaisseaux et les gros vaisseaux, et les conséquences très schématiques, ce sont celles-là. Alors, cette diapo est quand même, à mon avis, beaucoup plus simple pour vous. Hein. C'est ici, voilà, donc j'ai mis grippe versus Covid. Alors, la Covid, le Covid, comme vous voulez, peu importe, il y a de la fièvre. Le nez coule, mais pas toujours, alors que dans les rhumes, ça coule toujours. Le nez bouché, ça c'est important, c'est pas très bouché, vous allez voir pourquoi j'importe là-dessus. Alors, le mal de gorge, oui, c'est possible. Tout, oui, bien sûr, c'est les poumons. Courbature, oui, comme la grippe. Donc tout ça, c'est pas très discriminant. Hein. Une Covid soft et une grippe soft aussi, c'est pareil. Hein. On a de la fièvre, on a mal à la gorge, on tousse, voilà. Bon. La seule chose qui est un peu discriminante, enfin qui est un petit peu originale, c'est la perte de l'odorat. Ça c'est intéressant, enfin intéressant. Pas pour celui qui l'a, mais c'est important. Hein. Effectivement, c'est quelque chose qui est tout à fait nouveau. On se rend compte que la perte de l'odorat et la perte du goût sont assez spécifiques de la Covid, et il n'y a pas d'autres virus qui donnent ça. Voilà. Donc effectivement, si vous avez quelqu'un qui a un syndrome grippal, de la fièvre, de la toux, tout ça, et qui a perdu l'odorat, là, il y a quand même des chances, enfin des risques très importants que ce soit la Covid. Notion importante, quand on a les bouchées, on peut perdre l'odorat, mais c'est pas ça. Dans la Covid, on n'a pas le nez bouché, hein, ou à peine. Voilà. Quand on a les bouché, on ne sent rien. Mais la Covid, on a le nez pas bouché et on ne sent rien. Parce que ce n'est pas une atteinte c'est pas une atteinte de la cavité, c'est une atteinte des nerfs derrière. Je schématise. Hein, bon. Alors, il peut y avoir des signes digestifs fréquents, surtout pour les enfants. Hein. Et puis, alors, quelque chose, je n'ai pas fait de photo, mais bon, on a trouvé ça, c'est assez original aussi, que ce virus, qui, je vous répète, va altérer la circulation sanguine, peut entraîner des tableaux, des lésions cutanées qui ressemblent à des engelures. Voilà. Alors, des engelures en hiver, quand on met les mains dans la glace, oui. Des engelures en plein été, non. Donc, ça s'appelle la Covid. Ça touche la microcirculation. Il faut retenir que ça touche la microcirculation. Voilà. Les vaisseaux. Alors, au début, le virus rentre, il touche les récepteurs, il fait ses trucs. Mais le souci, c'est que pour certaines personnes, il y a une deuxième étape, qui est une étape immunologique. Et vous avez tous entendu parler du fait que c'est au 7e jour, vous savez, quand
une personnalité américaine bien connue a eu ça, on a dit qu'il faut attendre quelques jours parce qu'il peut avoir la deuxième étape, immunologique. Voilà. Alors qu'est-ce que c'est le diabète immunologique? Vous allez voir un dessin qui va sûrement vous expliquer tout ça. Mieux? Eh bien, on a un virus, une infection virale, et puis notre organisme, il va surréagir. Ça s'appelle l'orage cytokinique, peu importe. Hein. Il y a un déversement de molécules fabriquées par cellules immunitaires, ça n'a rien à voir avec le virus de lui-même. Le virus, c'est le déclencheur. C'est l'organisme lui-même qui fabrique des tas de choses qui sont très inflammatoires, en cascade, et après, il y a plein de choses. Voilà. Alors, vous avez sûrement entendu parler dans la presse, on a beaucoup parlé de Kawasaki. Hein. Kawasaki, les enfants, gna gna, Kawasaki, bon, peu importe. Hein. Oui, c'est une réaction immunologique. Mais on n'a pas attendu la Covid pour avoir ces réactions-là. Les enfants qui ont la grippe peuvent avoir une Kawasaki. Les enfants qui ont un virus peuvent avoir... Donc, ce n'est pas spécifique. C'est une réponse inhabituelle, exagérée à une infection virale, la grippe, l'adénovirus ou la Covid. Chez l'adulte, ce type de réaction, oui, on est malade du virus, puis après on est malade de la réaction immunologique, c'est favoriser ces réactions par des maladies préalables, l'obésité, l'hypertension. Bon, voilà. Alors, il y a une diapo à la fin où on parlera aussi d'autres facteurs de susceptibilité, pas de gravité. Alors voilà, bon, je pense que ça résume bien les choses. Voilà, hein, donc ça reprend une expression que certains ont utilisée, une grippette, hein, voilà, le capitaine Haddock, il éternue, et pour la plupart des gens, ça s'arrête là. Mais pour certains, vous avez vu ce qu'il tombe dessus là? L'avalanche. Bon, c'est ça. Donc, il tousse, il fait atchoum, ça c'est la forme banale, et puis chez certaines personnes, c'est une avalanche de cytokines, une avalanche de molécules qui vont, mais c'est beaucoup plus grave que le rhume. Voilà. Alors c'est un détournement, bien sûr, c'est intertibé, mais c'est un détournement. Bon, voilà. Ça me paraît intéressant pour voir, voilà, on a une infection virale qui peut agresser le poumon, il peut agresser les choses, mais voilà, et après, certains organismes, certains sujets, certains individus, pour des raisons assez complexes, peut-être génétiques, on en parlera, hein, vont faire une surréaction qui va dépasser le rôle normalement de l'inflammation. Normalement, l'immunité, c'est pour se protéger. Dans certains cas, ça déborde et ça fait des choses bien embêtantes. Voilà. Dans l'avalanche, la cascade, l'avalanche me paraît assez intéressante à montrer. Alors, point important aussi. Je dis parler de l'infection, le virus, l'infection. Mais l'infection ne déclenche pas toujours la maladie. Embarradé. Alors, peu importe les Chinois, au fur et à mesure qu'on a découvert cette maladie, on s'est rendu compte qu'il y avait plein de gens qui avaient l'infection sans avoir la maladie. Parce qu'au début, on voit que les gens malades, c'est les gens malades qui vont à l'hôpital. Puis après, quand on commence à chercher, à tester, etc., on trouve plein de gens qui ont le virus qui ne sont pas malades. Mais c'est ça aussi une problématique, ce n'est pas spécifique au Covid. Hein. Il y a d'autres maladies pour lesquelles il y a des formes asymptomatiques. Mais dans la Covid, c'est relativement important. Hein. On peut penser que, alors vous voyez, ça c'était aux Chinois. Dans les Chinois, ils n'avaient que des gens malades. Après, vous connaissez le bateau, là, le bateau qui était resté à quai pendant 20 ans. Ils avaient 3700 passagers. Ils ont cherché tout le monde. Ils ont trouvé 18% de patients infectés sans symptômes. Au Japon, ils ont rapatrié des gens, ils ont trouvé 30% de gens asymptomatiques. Alors ça, cette expérience est quand même extraordinaire. Hein. Ils ont pris des sans-abri. Ils ont trouvé 157 sujets qui étaient positifs et les 3/4 qui étaient asymptomatiques. Est-ce qu'ils sont asymptomatiques vraiment? Est-ce qu'ils ils supportent les choses? Ils ne disent pas qu'ils ont les bouchées? Peu importe. Sachez en tout cas que une grande partie des infections sont asymptomatiques. Je dis tout à l'heure qu'on était contagieux avant les symptômes, et j'ajoute qu'en plus, certains gens n'ont jamais les symptômes. Mais voilà. Mais donc, il faut se protéger tous, qu'on soit malade ou pas malade. Alors, sommes-nous tous égaux devant cette maladie? Alors, j'ai une diapo sur la pédiatrie, parce que c'est quand même ma vie. Hein, voilà. Alors, ça, c'est important. Il y a une prémunition, je ne parle pas d'immunité. Certains enfants peuvent l'avoir, mais en général, ils l'ont beaucoup moins que les autres. Il y a une prémunition. Voilà. Ce n'est pas une protection absolue, c'est une prémunition. Pour des raisons assez que j'essaie d'expliciter. Hein. Quand on a une infection virale, un rhume, une grippe, etc., notre organisme va faire un produit qu'on appelle l'interféron. C'est utilisé comme médicament. Notre organisme fait normalement un produit qu'on appelle l'interféron qui va bloquer le virus, qui va empêcher d'autres virus de venir. Voilà. Les enfants, ils ont souvent le nez qui coule l'hiver. Ils ont souvent des rhinos, tout ça. Ce sont des virus. Eh bien, quand les enfants ont des infections virales, ORL, bronchiques, ils sécrètent des interférons et ça a bloqué un peu la suite. Ensuite, c'est peut-être encore plus important, c'est que les récepteurs, le récepteur, la fameuse serrure que j'ai décrite, eh bien, les enfants, ils en ont des serrures, mais pas aux mêmes endroits, surtout ils en ont plutôt au niveau ORL
au niveau de la nez, de la gorge, et beaucoup moins au niveau du poumon, ou s'ils ont des serrures au niveau du poumon, elles grincent, elles sont verrouillées. Donc le virus, il ne peut pas aller beaucoup plus loin. Il va éventuellement aller dans le nez, dans la gorge, puis il va s'arrêter, parce que les serrures du bas sont rouillées. Voilà. Donc, sa distribution et maturation de récepteurs différentes. C'est sûrement le point le plus crucial. Et puis au fur et à mesure qu'ils vont grandir, les récepteurs vont devenir moins rouillés, les virus pouvant entrer quand ils sont plus grands. Et le dernier point, c'est aussi que probablement chez les enfants, il y a un meilleur équilibre. Rappelez-vous l'histoire de déséquilibre. Une infection, puis une réponse, une avalanche. Chez les enfants, ils sont moins sujets à faire ça. Donc, en résumé, ils sont beaucoup moins infectés, beaucoup moins malades, ça c'est sûr. Beaucoup moins contagieux, c'est sûr aussi. Il y a une diapo après qui est importante. Il peut y avoir des contaminations d'adultes à enfants. Un adulte peut contaminer un enfant. Surtout d'ailleurs dans les familles. La contamination d'enfant à enfant est peu fréquente, vous verrez la diapo, peu fréquente. La contamination d'enfant adulte est très rare. Donc, si vous voulez, les enfants, c'est presque un stop, entre guillemets. Si un adulte contamine un enfant, l'infection ne va probablement pas beaucoup disséminer. L'enfant ne va pas contaminer d'adultes, éventuellement un ou deux enfants. Voilà. Donc voilà, ça fait X mois qu'on connaît la maladie, puisque Bobé sait de quoi je parle. On nous a beaucoup fatigués avec les enfants. Non, les enfants ne sont ni infectés. S'ils le sont, ils sont beaucoup moins malades, et en tout cas, ils sont peu contaminants. Alors, chez l'adulte, pour l'histoire de sommes-nous égaux devant la maladie? Ben non, on n'est pas égaux, mais on n'est jamais égaux devant la maladie. Il y a probablement des facteurs hormonaux. On s'est rendu compte, par exemple, que les femmes faisaient moins de formes graves que les hommes, probablement liés à des phénomènes hormonaux, parce que j'ai simplifié la fameuse serrure, le récepteur, eh bien, il est plus ou moins perméable, il s'ouvre plus ou moins facilement en fonction des hormones, masculines notamment. Bon. Et puis il y a indiscutablement, il y a probablement pour une petite partie de la population des facteurs génétiques. Quand on regarde les gens qui font des formes graves, c'est un chercheur français notamment, M. Casanova, qui a trouvé ça récemment, il s'est rendu compte que ceux qui faisaient des formes graves, c'est des gens qui avaient des mutations génétiques de leur corps, ils font moins d'interférons. Ils ne répondent pas au virus par les interférons, donc le virus diffuse. Voilà. Donc on n'est pas tous égaux dans la maladie, les enfants sont plutôt épargnés de façon globale, et même plus tard, il y a des caractéristiques individuelles, des comorbidités, mais aussi surtout des facteurs hormonogénétiques qui font que les femmes sont moins à risque de faire des formes graves que les hommes, et que certains individus particuliers font plus d'infections graves que les autres. Voilà. Donc on n'est pas égaux dans la maladie, mais ça c'est pas nouveau. Alors voilà, cette diapo est très importante. C'était publié il y a très longtemps, je l'ai gardé et vraiment c'est intéressant. Voilà. Alors je vous le schématise, c'est expérimental quasiment. C'est un chalet. En Haute-Savoie, il y a un monsieur qui voyage de Singapour en France, Singapour, Asie, le 24 janvier, et il a contacté, il a vu 21 personnes. Au moins 21 personnes, oui. Alors, on va s'occuper du chalet, là. Dans le chalet, il y avait 12 personnes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et ce monsieur A est allé dans le chalet, il a contaminé ceux qui sont avec une lettre, D, E, F, B, J, N, C. Ça, c'est des adultes et ça, c'est un enfant. D'accord. Voilà. Donc ce monsieur, il a contaminé 1, 2, 3, 4, 5, 6 enfants d'adultes. Il y en avait 11 de 3. Ces enfants sont restés dans le chalet, ils sont allés au ski. Vous voyez que certains ont été diagnostiqués le 8 février, d'autres plus tard, peu importe. Ensuite, ce monsieur qui était parti au ski, après il est parti ailleurs, il est parti en Angleterre, et on l'a diagnostiqué que tardivement. C'est-à-dire qu'en fait, il est allé dans le chalet, il ne savait pas qu'il était malade. Et mince. Il ne savait pas qu'il était malade. Donc il a fait son truc habituellement, il n'a pas pris de précaution. Février, on n'a pas trop de... Bon. Donc il a contaminé plein de personnes, après il est parti en Angleterre, et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il était malade. Il y avait des gens qui n'étaient pas dans le chalet, mais qui étaient en contact avec lui à la station de ski, peut-être au restaurant, peu importe. Certains ont été contaminés ici, vous voyez, là, ceux-là. D'autres qui étaient ici aussi dans la station de ski ont été contaminés, ils sont partis à Majorque. Alors, vous voyez, ce qui est important, c'est les grands personnages, c'est des adultes, les petits, c'est des enfants. Et regardez ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait des adultes et des enfants. Il y a, dans cette famille de 3, il y a un enfant qui l'a attrapé, pas les autres. Ceux-là ne l'ont pas attrapé. Et alors, cet enfant, c'est ça qui est passionnant, il est allé... il ne savait pas qu'il était malade, puisque même le premier ne savait pas qu'il était malade. Donc il est allé à l'école et au ski. Et regardez ça. Un adulte a contaminé 10 adultes et un enfant, cet enfant n'a infecté aucune des 112 personnes qu'il a fréquentées dans 3 écoles et une classe de ski. Voilà. Il était un peu symptomatique, il toussicotait un petit peu. Eh bien, il était malade, puis symptomatique, il était infecté avec ce virus, il avait plein de gens, il a contaminé personne. Alors,
C'est un cas d'école, c'est un cas particulier. Oui, mais de façon, ça a été répété ailleurs, dans plein de pays. En Irlande, dans plein de pays, ils ont regardé, les enfants sont peu infectés. Quand ils sont infectés, ils sont peu malades et ils sont peu contagieux. Voilà. Mais parce qu'on n'est pas tous égaux et les enfants, ce n'est pas des adultes en miniature. Voilà. Donc j'aime beaucoup ces diapos, elle me paraissait, c'est en France, bon, elle me paraissait parlante en tout cas pour rassurer les gens qui ont des enfants. Alors comment on fait le diagnostic, vous avez compris tout à l'heure, on n'a pas de microscope électronique ni à la maison ni à la mairie, donc on va envoyer les gens au laboratoire pour faire ce qu'on appelle la PCR, vous en avez parlé, hein. La PCR c'est un peu comme la cellule infectée. On va mettre un fragment de virus, on ne sait pas, on va mettre ce qu'il y a sur les couvillons, des cellules, il y a un virus dedans, il y a un petit fragment, et on va le multiplier. Vous allez voir, il y a une diapo après. On part de, s'il y a un fragment, c'est une machine, elle fait ça tout seul, on passe à 2, puis 2, 4, puis 4, 8, puis etc. Et au bout de 20 cycles, ça marche tout seul, c'est une machine. Il y a un jeu de température, il y a un jeu d'enzymes, peu importe. On part d'un morceau, un petit morceau, et on a abouti théoriquement à 1 million de copies. Le morceau tout seul, on ne peut pas le voir, le million, on va le voir. Je vous montrerai après comment on voit. Alors, en fait, théoriquement, c'est au bout d'un cycle, on arrive à 1 million, mais pareil, la machine, elle fait comme la cellule, elle fait des erreurs de recopiage, donc c'est moins. Bon, mais retenez qu'avec un morceau de virus, au bout de 20 cycles, on en trouve beaucoup qu'on va trouver. Et plus on continue, plus on va trouver de copies. Le mot copie me paraît adéquat. Et puis l'autre possibilité, ça va venir maintenant, vu que l'HAS va donner bientôt le feu vert, c'est une technique immunologique, je vous ai expliqué tout à l'heure, il faudra quand même mettre un écouvillon dans le nez, dans la gorge, mais au lieu de passer sur une machine complexe, compliquée, et qui donne des résultats, la manipulation est longue, un retard rapide, on dit une demi-heure peut-être, pour voir, on va trouver non pas le programme du virus, mais la coque. Voilà. C'est comme les tests de grossesse, ça va me porter. Alors allons-y, on va montrer, je crois, le principe de la PCR, voilà. Alors ici, ça va être un peu compliqué. Alors vous avez un morceau du virus, voilà. Là j'ai pris un truc en double parce que c'est l'ADN, peu importe, vous avez un morceau de virus. On met un petit morceau ici, ce qu'on appelle l'amorce, et puis on met des produits, et puis cette partie-là va se compléter. Vous voyez ici, là, hop, ça va se compléter. Ici, là. Vous voyez le petit bout vert ici, là. On a ajouté, la machine va faire toute seule, les enzymes vont faire tout seul, ajouter ce morceau-là. Donc on était ici, c'est là. Et puis ce morceau-là, ça se complète. Donc les parties de 1, c'est d'un double, parce que c'est l'ADN, peu importe. 1, on arrive à 2. Puis après à 4, à 8 états. Voilà. Alors, la technique consiste à bien choisir l'endroit qui va être facile à voir. Donc il faut choisir la partie jaune, pas le morceau bleu. En général, on prend 2 ou 3 morceaux du virus. La machine, ce n'est pas une manip, c'est 2 ou 3 qui font parallèle. Et on va amplifier. On va multiplier, comme la suite fait, amplifier. On en a un, on arrive à 1 million. Et le million, on va le voir ici, avec des fluorescences. Voilà. Ça, c'est un patient qui est positif. Là, il y a un patient négatif, positif. Voilà. D'accord ? Voilà. Donc, ça consiste à amplifier. Alors, tout le monde sait qu'on ne parle que de PCR. Sauf que la PCR, ça vous dit, il y a de l'acide nucléique. Ça ne vous dit pas que le virus est vivant. Ça ne vous dit pas que le patient est contagieux. C'est ça qui est compliqué. C'est très sensible, c'est intéressant, parce qu'évidemment, s'il n'y a pas beaucoup de virus, on va le trouver. Mais si on continue à multiplier, si au lieu de faire 20 fois, on va à 30 ou à 40, c'est sûr qu'on va trouver des choses qui n'ont pas de signification. Parce que le petit morceau d'ARN peut être un cadavre de virus. Et on l'a multiplié, donc on est positif. Alors, la Société française de microbiologie, il n'y a pas très longtemps, a dit qu'il fallait s'arrêter à 33, enfin peu importe, c'est la technique. C'est que si on multiplie un certain nombre de fois, on trouve positif, c'est positif. Si on est obligé de continuer très très longtemps à multiplier, on va dire, alors ils ne sont pas mouillés, ils sont politiquement corrects, ils ont dit positif faible, grosso modo, ça veut dire qu'il n'y a probablement pas grand-chose, c'est probablement pas contagieux. Voilà. Pour l'instant, on dit blanc ou noir. C'est pas comme ça qu'il faut dire, il y a beaucoup de virus parce qu'on a multiplié pas beaucoup pour le trouver, ou on a dû pousser la manip pour l'avoir. Voilà. Alors, trop sensible, ben effectivement, positif ne veut pas dire automatiquement contagieux. C'est important à savoir. Les gens qui ont le Covid, prouvés, ils ont des symptômes, ils sont malades, au bout de 7 jours, on a dit, vous pouvez entrer. Et avant, on disait, il faut faire une PCR pour vérifier qu'elle est négative. Non, il faut une PCR, peut-être qu'on va trouver au bout de 46 quelque chose. Voilà. Donc, maintenant, on est dans la diagnostic positif, et après, la clinique, le délai, les 7 jours, voilà. Donc c'est ça. Donc c'est tellement sensible qu'on peut trouver des choses qui n'ont pas de signification réelle, un cadavre.
petit souci aussi, c'est que malheureusement, on peut avoir ce qu'on appelle les faux négatifs, c'est-à-dire quelqu'un qui a vraiment une infection qu'on ne détecte pas, parce que si on le fait trop tôt, rappelez-vous, trop tôt, il faudrait que je passe sur des diapos très anciennes, rappelez-vous la courbe, on a l'infection, puis après, ce qu'on appelle la charge virale, le nombre de virus augmente puis diminue. Si on fait très très tôt, par exemple, si vous êtes en contact avec quelqu'un qui a la Covid, on va vous dire n'y allez pas de suite. Si vous avez dîné avec quelqu'un qui a la Covid, n'y allez pas de suite. Attendez quelques jours pour que, si vous avez l'infection, qu'on puisse la détecter. Voilà. Et surtout, l'autre souci, c'est que si on n'a pas mis les Covid au bon endroit, c'est très désagréable si on bat tout. Voilà. Bon. C'est la pierre angulaire du diagnostic, mais il faut savoir qu'il y a une sensibilité tellement importante qu'on peut avoir des faux diagnostics. Enfin, on va dire, il est infecté, mais il n'est peut-être pas contagieux, et surtout, on peut avoir des faux négatifs. Voilà. Donc, il n'y a pas de technique parfaite en médecine, de toute façon. Alors, on continue. Alors, est-ce que les prises de sang ont intérêt, les sérologies? La sérologie, j'ai mis cicatrice. Quand vous avez la rougeole, on fait une prise de sang, on va dire vous avez eu la rougeole. Ça peut dire que vous l'avez eu. Voilà. Ça veut dire pour la rougeole, c'est votre cicatrice, vous ne risquez plus d'avoir. Pas pour la Covid, on vous dit vous avez eu la Covid. C'est tout ce qu'on peut vous dire. On ne sait pas quand, et on ne sait pas combien de temps ça va durer, on ne sait pas si vous êtes protégé. Voilà, c'est simple. Donc, déjà, la prise de sang, il ne faut pas la faire de suite, il faut attendre au moins 15 jours pour que les anticorps apparaissent. Et surtout, pour l'instant, la technique ne peut pas dire si ces anticorps qu'on détecte sont vraiment des anticorps qui vont neutraliser, qui vont protéger, ou si ces anticorps qui sont simplement témoins de l'infection, peut avoir des anticorps qui n'ont pas d'activité biologique, et donc on ne peut pas savoir si c'est contagieux ou pas. Alors, c'est intéressant, surtout intéressant pour ce qu'on appelle les études de, je vais utiliser des mots un peu sophistiqués, vous m'excusez, je vous prie, séroprévalence. L'intérêt de la prise de sang, c'est de voir à Bordeaux, en Gironde, en Aquitaine, en France, combien de gens ont rencontré le virus. Voilà. On prend des volontaires, on prend des donneurs de sang, et on regarde combien ont des anticorps. Ça veut dire que 4%, 5%, 7%. Alors, en France, il faut tout mélanger, mais il y a des endroits où il y a 4% des gens qui ont rencontré le virus, et des endroits où c'est 10 ou 12% dans l'Est, ou dans Paris, il y a beaucoup. Mais globalement, moins de 10% de la population française, au jour d'aujourd'hui, a rencontré le virus. Globalement, il y a à peine 10% des gens qui l'ont rencontré. Voilà. Mais surtout, ça n'a pas de diagnostic. J'ai lu, très bien, vous l'avez vu. On espère que vous serez protégé. On ne sait pas encore. Voilà. Mais on ne peut rien faire. Donc c'est intéressant en termes d'épidémiologie, de prévision, de vaccination peut-être, mais intérêt pratico-pratique pour les gens, non. On ne peut pas vous dire vous avez des anticorps, faites de la bise à votre voisin qui a la Covid. On ne peut pas dire ça. Il ne faut pas dire ça. Alors bon, je reviens là-dessus, bon, j'ai déjà dit plusieurs fois, mais peu importe, on va dire. Donc voilà, le virus il arrive ici. Ici, si vous prélevez ici, vous avez moins de chances de trouver que c'est votre ici. Là, il y en a plein. Il y en a plein. Et après, à la fin, il y en a. Mais il y en a très peu, et c'est probablement, il est mort le virus. Il est mort. Et les anticorps, ils arrivent après, vous voyez, d'accord? Donc on a juste été ici. 10 jours, on l'a dit. Donc, moins de 3 jours et plus 7 jours, voilà. Ici, on trouve les anticorps, voilà. Mais c'est passé. C'est passé. Puis surtout, vous voyez, les anticorps, on ne sait pas trop ce qu'ils deviennent. Ceux-là, ils disparaissent, et les autres, on ne sait pas trop combien de temps ils vont durer. Ne soyez pas défaitistes, je vous ai dit, moi, je vois plutôt la bouteille à moitié pleine, je vous rassure. Alors, comment soigner la Covid? Alors, vous avez vu, j'ai pris Batman, puisque c'est pas de la chauve-souris, donc j'ai pris un super-héros, Batman. Il y a des super-héros. Les super-héros, c'est les soignants, les gens qui ont alimenté, les livreurs, les éboueurs, tout ça, c'est des super-héros. Voilà. Batman, mais il n'y a pas de super médicament, je suis désolé. Pas de super médicament. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut essayer de tuer le virus, neutraliser le virus. Mais pour l'instant, on n'a pas trouvé grand-chose. Alors, de nombreux antiviraux testés, aucun peu. Voilà. Donc, on a pris plein de médicaments. On pensait bien que tout le monde a cherché. Il y a plein d'essais, plein d'essais, plein d'essais. Il n'y a jamais eu autant d'essais de médicaments. Alors, il y en a un peut-être, je n'ai pas mis son nom, celui que notre homme politique américain a eu. Il y a d'autres qui l'ont. Ah, le papier vient de sortir, M. Salamon, j'ai vu qu'il semblerait que c'était un effet sur la durée de la maladie, mais pas sur la mortalité, donc c'est un petit peu embêtant. Le New England récemment, là, voilà, ça raccourcit la maladie, mais au bout du compte, ça n'améliore pas franchement la mortalité. Donc, ce produit, dont je ne mets pas le nom, certains patients en ont, de façon ponctuelle, en ont. On ne peut pas dire que le produit en question, c'est un médicament onéreux, peu importe, qui est utilisé contre Ebola. Voilà. Mais ce qu'on a vu, ce n'est pas aussi flagrant. Donc voilà, pour l'instant, les antiviraux, on n'a pas trouvé grand-chose. Alors, on peut aussi utiliser des anticorps naturels. Les gens qui ont été victimes de la Covid, s'ils ont survécu, il y a beaucoup qui survivent, heureusement. On peut leur prendre leur sang
et trouver dedans les anticorps et le passer au patient. Voilà. Plasma de convalescent. On peut aussi, ce qui est fait, c'est créer de toutes sortes des anticorps artificiels. Il y a un laboratoire qui a fait un produit qui s'appelle Régénéron, peu importe. C'est un mélange d'anticorps artificiels et on peut l'injecter pour voir si ces anticorps artificiels vont bloquer la maladie. Ça, c'est la cause. Initiale, la première étape, virologie. La deuxième étape, c'est l'étape immunologie. Rappelez-vous l'avalanche qui vous tombe dessus, l'avalanche. Comment arrêter une avalanche? Alors, on peut essayer de bloquer l'avalanche. Alors, il y a des blocages de cytokines. Cytokine, c'est un mot compliqué pour dire tout ce que le corps relargue quand il est en infection, il relargue. Voilà. On peut essayer donc bloquer soit le produit lui-même, soit les récepteurs. Soit bloquer les clés, casser les clés, soit bloquer les serrures. Pour que tous ces produits ne soient pas agressifs. Après, on peut utiliser des trucs plus soft qui sont des modulateurs, non des médicaments qui vont moduler un peu l'immunité. Je pense qu'on abordera un sujet, je m'exprimerai tranquillement là-dessus. Traiter les symptômes, paracétamol. Alors oui, paracétamol sans problème. Pas d'anti-inflammatoire, on vous l'a dit. Si vous prenez des anti-inflammatoires pour un rhumatisme, n'arrêtez pas. Mais si vous n'en prenez pas, n'en prenez pas. Ne pas arrêter le traitement en cours. J'ai une diapo qui a dupliqué là, je n'ai pas un petit souci, bon, peu importe. Alors traiter les conséquences, alors là, il y a des choses plus éprouvées par contre. Oui, on a fait des progrès, en 8 mois, on a fait des progrès. Les gens sont mieux pris en charge, les gens ont des médicaments plus actifs. On a vu que les corticoïdes, vous savez ce que c'est les corticoïdes, qui vont limiter l'inflammation, ont amélioré grandement le pronostic. Voilà. Quand on a une Covid un peu sérieuse, quand on va à l'hôpital, ne prenez pas des corticoïdes, ne prenez pas la cortisone chez vous. Si vous allez à l'hôpital parce que vous avez un Covid un peu sérieux, on va probablement vous donner de la cortisone, dexaméthasone, peu importe. Je vous ai dit que ce virus faisait attaquer les vaisseaux, attaquer la circulation sanguine, il attaquait la part des vaisseaux. Les patients qui ont des Covid, qui ont la Covid, ont tendance à faire des phlébites, des embolies. On sait maintenant que dès que ça devient un petit peu, dès qu'on va à l'hôpital, grosso modo, un patient chez lui, on ne donne pas ça, on va surveiller. Mais dès qu'il a besoin d'aller à l'hôpital parce que c'est sérieux, il va avoir des anticoagulants. Voilà. Anticoagulants. Vous savez, quand on a un infarctus, on prend des anticoagulants, quand on a un phlébite, on prend des anticoagulants. Eh bien, on sait maintenant que pour améliorer le pronostic des gens qui ont cette infection, cette maladie, il faut donner des anticoagulants précocement. Après, si on va mal, on va en réanimation, soins intensifs. Ça aussi, on a eu des progrès. C'est qu'avant, les réanimateurs, j'ai fait de la réanimation, je sais ce que c'est, il y a longtemps. Eh bien, avant, les réanimateurs avaient tendance, dès que les gens avaient besoin d'oxygène, à la mettre un tuyau dans la gorge. Vous entendez, les gens sont dans le coma, alors que ce n'est pas un coma, on les endort. Quand on dit un tel est dans le coma à cause du coronavirus. Non, on l'a endormi parce qu'avoir un tuyau ou une machine, il faut dormir, sinon ce n'est pas possible. Eh bien, les réanimateurs avaient tendance à beaucoup intuber, très vite. On s'est rendu compte maintenant qu'il fallait retarder au maximum l'intubation. Donc du coup, on n'a pas besoin de mettre les gens dans le coma. On met des tuyaux, des petits tuyaux dans le nez, parfois des tuyaux plus longs. On met de l'oxygène à haut débit, 10 ou 15 litres d'oxygène, c'est soft. Et ça permet de passer un cap et ça permet d'éviter à certaines personnes d'avoir une machine dans le coma. Et là, ça permet d'éviter beaucoup d'ennuis. Donc les réanimateurs ont appris, ils se sont rendu compte qu'il ne fallait pas se précipiter, qu'il fallait être patient et que certaines techniques moins agressives que l'oxygène à haut débit pouvaient permettre de passer un cap pour beaucoup d'entre eux. Donc du coup, la durée de séjour a diminué. On considère qu'il faut 2 à 6 semaines pour guérir, qu'un certain nombre de personnes donnent séquelles respiratoires. Je ne vais pas parler du scanner. On dit quand même le coronavirus, c'est les poumons, ça, vous avez compris? Fatigue, rééducation. Voilà. Est-ce que c'est le monde des questions? Ah oui, quelle est la gravité réelle? Ça, c'est aussi important parce qu'on voit tout et n'importe quoi. Vous voyez par exemple dans le journal, dans les journaux en général, peu importe, mortalité 17%. Ah oui, mortalité 7%, mortalité de ceux qui sont très graves qui vont en réa. Mais quand on va en réa, on a quand même plus de chances de mourir que quand on se promène dans la rue. Donc c'est pas mortalité en réa qu'il faut voir, c'est pas 17%. Il faut regarder les gens qui sont infectés, même pas les malades. Vous savez peut-être qu'il y a 30 à 50% des gens qui ne sont pas malades. Mais il faut les compter dans la gravité de la maladie. Le virus attaque 100 personnes, combien vont mourir? En étant malade, il y a plus de chances. Si on a une réa, on a plus de chances ou de risques. Si on n'est pas symptomatique, on ne va pas mourir. Donc, la mortalité, la létalité, il faut appeler létalité, c'est le mot exact, c'est 0,5%. Alors, ça fait beaucoup quand on est à un certain âge, c'est très très peu quand on est tout petit. Alors, ces chiffres sont prendre entre parenthèses, j'aurais peut-être dû les mettre entre parenthèses. Pas bien entendu, si on a 19 ans et demi, c'est peut-être 0,03, et si on a 71 ans, attention, c'est des statistiques, Vous, ce qui vous intéresse, c'est votre santé à vous, pas celle du voisin. Donc, si vous avez 75 ans et en pleine forme, vous avez beaucoup moins de risques que vous avez 50 ans et très obèse. Ça, c'est important, les comorbidités. Il vaut mieux avoir 75 ans et
faire d'activité physique, avoir une hygiène de vie correcte, pas d'obésité, pas d'hypertension maligne, bon, pas de diabète, que d'avoir 50 ans et être obèse et diabétique. Voilà. Donc c'est un facteur, l'âge c'est un facteur, mais ce n'est pas le seul facteur, ce n'est pas mathématique. Il peut arriver que les enfants décèdent de la Covid. En France, il y en a eu 3. 3 enfants sont morts de la Covid, 3. Ils avaient des comorbidités. La grippe qui a fini là, en mars, avait tué 10. Vous voyez? Donc pour les enfants, la Covid, c'est pas vraiment un problème. Pour les personnes âgées, pour les personnes comorbides, je préfère insister sur la comorbidité. Voilà. On a l'âge de ses artères, c'est le cas de le dire. Hein. Eh bien, on peut avoir un certain âge, être en forme, et puis on peut être plus jeune et avoir de gros soucis de santé, notamment l'obésité, le diabète, l'hypertension. Voilà. Donc retenez que globalement, c'est 0,5%. Alors pour comparer, la grippe, c'est à peu près 0,1%. Alors plus ça va, plus on diminue ce chiffre. Au début, on voyait que les malades, donc c'était beaucoup. Après, on a commencé à voir ceux qui étaient moins malades. Puis maintenant, on regarde les infectés. Alors, certains disent même 0,3%. Bon. Alors, c'est beaucoup quand on est dedans. C'est moins beaucoup quand on regarde les autres. Hein, ouais. J'insiste sur les comorbidités. Des questions. Hélène, c'est bon ou pas là? Je ne sais pas où j'en suis, moi. Là. Tout va bien? Non, mais Alors... Donc, on a parlé des symptômes, ceux qui n'ont pas de symptômes, ceux qui ont des symptômes. Puis, on a parlé globalement de comment ça marche, quoi, le virus, et après, les conséquences. Alors, le virus, on ne sait pas trop maltraiter, les conséquences, c'est aussi compliqué. Je vous écoute. Oui, je voulais revenir sur la planche précédente, sur la gravité de la Covid. Oui. Et la question, c'est par rapport à la grippe. Ah, je vous ai dit, mais c'est pas grave, je ne vous ai pas entendu. Oui, vous avez dit 0,1 la grippe, oui. Et que maintenant ça, c'est plus peut-être 0,5, c'est seulement 0,3. Oui. Mais par rapport à l'âge. Oui, voilà, tout à fait, pour l'âge. Je veux dire. Oui, mais je veux dire, les enfants sont très touchés par la grippe, et la grippe, alors c'est pas 5%, hein, mais c'est vrai que les enfants ne sont pas épargnés par la grippe alors qu'ils sont épargnés par la Covid. Voilà, ça c'est bien connu. On considère que quand il y a une épidémie de grippe, quasiment 30% des enfants ont une grippe modérée. Mais voilà. Donc finalement, c'est pas la même, il n'y a pas la même distribution d'âge en fonction des maladies. Voilà. La grippe n'épargne pas les enfants. La grippe touche les enfants, tout le monde, hein, mais les formes graves, ça peut être les enfants et les personnes âgées. Alors qu'à la Covid, manifestement, il y a une relation plus linéaire. C'est une bonne question, effectivement. La grippe peut être grave chez l'enfant. Surtout s'il y a des comorbidités, comme d'habitude. Roger Salamon. Il va me descendre. Oui, vas-y. Enfin, je sais pas, moi ça m'est égal. Mais... J'arrive. Je vais vous le tenir, monsieur Salomon. Non, je voulais te... Bon, bien sûr, ce que tu as présenté est magnifique et je voulais te féliciter, mais c'est pas ça. Non, tu as très bien dit, et je crois que c'est très important, et je pense que tout le monde l'a compris, que le Covid-19, c'est 2 maladies. C'est d'abord une maladie virale, d'accord, pendant un certain temps. Et là, le médicament, c'est rechercher des antiviraux. On n'en a pas trouvé, pas plus la chloroquine que n'importe quoi, et on n'en trouvera pas. C'est mon avis, mais je suis d'accord avec moi-même. On n'en trouvera pas. C'est pas la peine de faire des essais thérapeutiques. Pour être clair, il y a très peu de médicaments antiviraux. Non, il y a un médicament pour les virus. Pour l'herpès, il y a un médicament. Oui. Il y a 2 ou 3 médicaments pour l'herpès. Pour la grippe, il y a des trucs, ça ne marche pas terrible. La mantadine, peu importe. Voilà. Mais pour les virus, la rougeole, il n'y a pas de médicaments. Pour les virus, il y a très peu de médicaments. C'est comme ça. Voilà. Voilà. Donc pour monsieur... Cette partie-là, ce n'est pas la peine de rêver. Il n'y en aura pas. Et si tant est qu'il y en ait un, il faudrait, pour le démontrer, qu'il soit plus efficace que 90% ou 95% des gens qui guérissent sans rien. On est d'accord. Qui guérissent sans rien. Par contre, comme il a très bien dit, la deuxième partie du Covid-19, la deuxième maladie qui est immunologique, il n'y a plus de virus. Oui. Là, il y a des progrès phénoménaux. Oui, bien sûr. Oui. Et donc, j'ai voulu insister parce que, d'abord, tu l'as très bien expliqué, je suis sûr qu'ils l'ont bien compris, mais je voulais rajouter là-dessus pour bien leur dire que Raoult ou pas Raoult, il n'y a pas de médicament pour la partie virologique du Covid-19. Mais il y a d'énormes progrès pour la partie réanimation. Oui. Hein, pour la réanimation et aussi... Et c'est ça le plus important. Et aussi, je parlais tout à l'heure, je pense que l'immunologie, c'est une discipline toute neuve, l'immunologie. Il y a un champ énorme. Je dis, il y a certaines personnes qui disent, regardons les chauves-souris, pourquoi les chauves-souris qui ont plein de coronavirus ne sont pas malades? Bon, il y a du boulot quand même, mais bon.
Alors moi, je voulais juste reparler pour les enfants. Oui. Vous Où êtes-vous? disiez- Pardon. Là. Ouh. Ah oui, d'accord, excusez-moi. Pour les enfants, vous disiez qu'il n'y avait pas de risque, mais quand un enfant a des gros problèmes pulmonaires, est-il pas plus sensible à cette Covid-19 Ben, si vous voulez. Sachant qu'en plus, au départ, il y a quelque temps, les corticoïdes, apparemment, étaient enfin, il fallait les arrêter. Non, alors... Et après, maintenant, il faut enfin, ça sert à soigner. Alors, non, attendez. Il ne faut pas arrêter les traitements en cours. On n'arrête pas les traitements en cours. Ni les antihypertenseurs, on n'arrête pas les traitements en cours. On continue. Deuxièmement, les enfants, pour des raisons que je vais expliquer, sont peu sensibles à la Covid et quand ils l'ont, c'est peu. Et y compris les enfants qui ont des pathologies, les enfants cardiaques, tout ça. Même les enfants à risque, qui ont des maladies chroniques, on a montré qu'il n'y a pas de surrisque manifeste, en tout cas qu'il n'y a pas de surrisque qui justifie qu'on les mette dans une boîte en coton. Voilà. Il n'y a pas une différence énorme d'évolution ou de risque chez les enfants qui soient ou non malades. S'ils sont asthmatiques, il faut surtout continuer leur corticoïdes inhalés. Hein. Moi, je suis asthmatique, je prends mes corticoïdes, je continue, bien sûr. Hein. Les antihypertenseurs. Mais on n'a pas montré que les enfants fragiles, ayant des maladies chroniques, étaient un surrisque manifeste par rapport aux autres. Voilà. Donc, globalement, il faut retenir que les enfants sont plutôt, je n'ai pas dit protégés, pas dit immunité, prémunis. C'est un peu nuant. Hein. Ils peuvent en faire, mais il y a quand même globalement beaucoup moins. Prémunition, ce n'est pas tout à fait immunité. Voilà. Donc, il faut... je dis, nous on incite, on en parlera tout à l'heure, hein, mais on essaie d'être quand même très positif pour les enfants. On parlera après des effets secondaires d'autres, des circonstances. Mais je reviendrai à la question si vous voulez, oui. Pardon. Je crois que de nombreux pays font des recherches pour le vaccin. Oui, on va parler des vaccins après. Troisième sujet. Des vaccins après. Troisième sujet. Est-ce que l'orientation vers plutôt une sérothérapie serait pas plus intéressante que... Sérothérapie, c'est utiliser les anticorps naturels. Voilà. Alors, enfin, tu y as fait artificiels. allusion, mais... Oui, alors la sérothérapie, ça consiste à prendre des anticorps faits par les gens qui sont passés avant nous. La sérothérapie, quand vous avez le tétanos, ou quand vous avez une blessure pour le tétanos, on va vous mettre des anticorps. On fait le vaccin, mais on veut donner des anticorps contre la toxine. Voilà. Ça s'appelle la sérothérapie. C'est un autre truc. La diphtérie, c'est pareil. Le sérum anti-venin, c'est de la sérothérapie. Il n'y a pas de vaccin contre les venin, par contre, il y a des anticorps de vaccin. Bon. Le problème des anticorps, c'est que, on va les trouver où? On va les trouver où? Je vous dis, il y a peut-être 4% en Aquitaine, peut-être 10% en France qui ont eu la Covid. Ils ont des anticorps, c'est pas combien de temps il y a. On ne va pas prendre le sang de tout le monde. Alors, oui, dans les protocoles de recherche, on essaie de trouver des anticorps naturels. Après, il y a une entreprise, notamment américaine, qui a fait une espèce de cocktail d'anticorps artificiels, c'est qu'on fait travailler les souris ou les bactéries pour faire des anticorps, et on injecte. C'est lent, onéreux, et pour l'instant, on est vraiment dans le domaine. Alors après, je voudrais surtout insister sur l'avalanche, la cascade. C'est qu'effectivement, les produits qu'on utilise, ils vont bloquer un endroit de la cascade. Mais à côté, il y a plein de cailloux qui tombent. Je pense que la comparaison avec l'avalanche est intéressante. Hein. C'est qu'effectivement, on va mettre pour les médecins, on va mettre des anticorps anti-interleukine 1 ou interleukine 6, c'est de l'hébreu, peu importe. Ou des anti-récepteurs de machin, ou des anti-quelque chose. Bon. Mais quand la cascade, quand l'avalanche est déclenchée, c'est un peu léger, quoi. On va essayer d'arrêter un caillou, mais tous les cailloux à côté, ils continuent. Alors, voilà. Donc, il y a sûrement des choses à faire, mais on est encore un peu loin du but. Après, je dis, il ne faut pas être défaitiste. La réanimation a fait beaucoup de progrès. Très clairement, y compris les gens en réa, la mortalité a beaucoup diminué. Peu de gens vont en réa, heureusement, et même on évite à beaucoup d'y aller, parce que la réanimation, ce n'est pas non plus un endroit idéal. On parlera des vaccins après. Oui, je voulais savoir s'il y avait un lien, comme il y a un lien entre la porte d'entrée et l'hypertension, ou les récepteurs qui sont situés sur la cellule, et qu'il y a également un facteur de comorbidité avec l'hypertension. Je voulais savoir s'il y avait des études qui ont été faites sur les personnes infectées d'une population absolument d'hypertendus. Est-ce que les hypertendus sont plus infectés qu'une personne classique? Non, ce n'est pas plus infecté, mais ils risquent d'avoir des formes plus graves. Ils ne sont pas plus aidés à l'avoir, mais s'ils l'ont, c'est plus embêtant parce que ce virus, il tripote l'équilibre qui est déjà un peu perturbé.
Mais ce n'est pas une susceptibilité particulière. Ce n'est pas parce qu'on est hypertendu qu'on a plus de chances de l'attraper. Mais si on l'attrape, c'est plus embêtant. Non, on n'a pas plus de chances de l'attraper, mais si on l'attrape, c'est plus embêtant. Mais attendez, bon, par des hypertensions graves. Je répète, il faut vraiment moduler ce que je dis. Hein. C'est pas quand on a 69 ans et M. Bobet et moi, on y est bientôt. Hein. Quand on a 69 ans et quelque chose, on n'a pas 70, mais c'est pour ça qu'on va faire des folies. Et à 70, 71, j'espère qu'on va continuer à faire des folies. Oh, c'est gêné, ok. Une question ici, là, et puis après on va continuer. Je voudrais poser une question. Je suis là. Oui. Je voudrais poser une question. Pour les enfants. Oui. Là, il y a tous les enfants qui sont réunis de 0 à 19 ans. Pour autant, le gouvernement a fait des distinctions entre les enfants qui sont dans le primaire. Alors ils ont fait des sections sur le port du masque. Parce que, je vous dis, 0-19 ans, c'est très. Je vous dis, c'est pas 0 et 19. C'est 0, 5, 10, voilà. Plus les enfants grandissent, plus ils se rapprochent des adultes. C'est pas 5 ans. Bon. Ils ont fait une distinction simple, c'est que jusqu'à 6 ans, jusqu'à 11 ans, c'est compliqué de mettre un masque. Et effectivement, entre 0 et 11 ans, alors ça c'est la gravité, mais entre 0 et 11 ans, il y a moins de cas qu'entre 11 et 19 ans, qu'en 0 et 11 ans, on est en primaire, maternelle, on ne met pas de masque. Voilà. Dans des pays, c'est 6 ans. Mais ça, c'est artificiel. Enfin, je dis, c'est globalement, les enfants ont une prémunition, pas épargne, ils sont prémunition par rapport au Covid. Merci. On parlera de la prévention après parce que j'ai encore des choses à dire et puis je vais me faire gronder. Docteur, oui, je crois. Alors, il n'y a pas le couvre-feu, monsieur le maire. Il n'y a pas le couvre-feu. Non, mais on va... Oui. On va faire les 2 dernières questions et puis après on va passer à la fin pour pouvoir conclure. Jean-Georges ? Une petite question sur la saisonnalité parce qu'on a beaucoup parlé à une époque. On y a cru, et puis finalement on ne l'a pas trop vu. Mais on y a cru. On s'est dit, on va attendre l'hiver, mais cet été il y en avait. Mais je vais en parler après, oui. Il y a un aspect que nous n'avons pas abordé concernant la propagation plus ou moins lente ou rapide du Covid, c'est les mesures prises par les différents gouvernements. Attendez, on va en parler après. Attendez. La prévention, c'est maintenant. C'est maintenant. La prévention, c'est maintenant. On va vous laisser conclure. Ben oui, il faut continuer. Alors on y va, les questions, c'est parti. Alors, comment éviter l'infection à coronavirus? Le pire n'est jamais sûr, le meilleur non plus. Voilà. Alors cette diapo, j'aime bien. C'était il y a 10 ans. Il y a 10 ans, on avait ça. Le masque, la distanciation physique, etc., etc. On a oublié. Les fermetures des écoles, je m'en souviens très bien. Voilà. Bon, et puis le pire n'est pas venu trop longtemps puisqu'on a trouvé un vaccin. Voilà, donc le pire n'est jamais venu. Alors, comment éviter l'infection? Alors bon, c'est un peu mon dada aussi, hein, c'est que quand on n'a pas de médicaments, il faut essayer de se débrouiller avec les moyens du bord, l'hygiène. Alors, dans la Grèce antique, il y avait le dieu Asclépios, qui est le dieu de la médecine, celui qui avait un bâton avec un serpent, caducé, médical. Il avait 2 filles, il avait des tas d'enfants, les dieux ils ont plein d'enfants, il y a 2 filles, dont une qui s'appelait Hygiée, l'autre qui s'appelait Panacée. Panacée, c'est pour les médicaments, et Hygiée, c'est pour la prévention. Et hygiène vient de là. Donc, lavage des mains au savon. Le mot savon me paraît très important. Rappelez-vous l'enveloppe lipidique du virus. Eh bien, le savon peut agir comme un pied de biche pour casser l'enveloppe. Et l'enveloppe cassée, le virus, il n'est pas content. Donc voilà, donc l'eau c'est bien, l'eau chaude c'est mieux, et l'eau chaude de savon c'est super. Le savon, hyper important. Ça casse l'enveloppe lipidique. Le virus de la grippe a aussi une enveloppe lipidique, hein, dans le savon. Masque pour les soignants en population. Je vais vous montrer une photo après. Ça c'est intéressant du point de vue historique. Les masques ont été portés initialement par les docteurs, par les soignants. Vous avez une photo de la peste. Et ce n'est qu'en 1910 que l'épidémiologiste était... La peste pulmonaire, la Mandchourie, c'était à la limite du Japon et de la Russie, peu importe. Une peste pulmonaire, ça tuait 50% des gens, au moins. Et c'était condamnation par voie aérienne. Eh bien, ce type, il a dit, bon, nous, on met des masques, il faut que toute la population mette des masques. Et à l'époque, il a même dit, on va arrêter les chemins de fer. Ils ont arrêté les échanges ferroviaires, ils ont mis des masques à tout le monde, ils ont résolu le problème, qui était dramatique. Des millions de morts. Distanciation physique. Je préfère le mot de distanciation physique, distanciation sociale. Je suis très gêné par distanciation sociale. Le fait d'avoir un masque et de se tenir 1 mètre ne doit pas empêcher les interactions sociales. Voilà. Non. On peut quand même se voir, faire des gestes. Bon, voilà. Et aération des locaux, je reviens là-dessus, c'est très important pour les aérosols. Donc à la maison, il faut ouvrir, le président l'a dit hier, il faut ouvrir les maisons, mais ça c'est les bureaux, les avions. Il y a des problématiques particulières avec les problèmes de climatisation. Dans certains bureaux, on ne peut pas, parce que la clim remet l'air. Dans d'autres, on peut parce que l'air va à l'extérieur. Et j'ai vu passer un truc comme quoi les avionneurs disent que dans les avions, c'est parfaitement sécure.
il n'y a rien qui revient, tout sort. Ils ont des filtres, enfin, bref. Les gens qui ont des compagnies aériennes disent que l'air des avions est parfait, c'est mieux que tout ce qu'on veut en termes de filtration des particules. Je vous le livre tel que j'ai vu. Bon voilà, alors j'aime bien ça aussi. Hein, voilà, donc ça c'est le docteur Beck, c'est un allemand, docteur Schnabel, ça veut dire Beck. Donc, vous voyez, il a tout l'attirail. Hein. Il ne connaissait pas les microbes, mais il avait tout l'attirail. Donc il a un bec, c'est un masque. Dans ce bec, il a des épices, des aromates pour que ça sente bon. Et l'objectif, c'était d'éliminer les miasmes. On ne connaissait pas les microbes, les miasmes. Donc, Dr Beck, il a un bec. Il a une grande cape. C'est comme la tenue des chirurgiens, la tenue pour les soignants quand il y avait le Covid, une espèce de scaphandre. Bon, il avait ça. Voilà. Et puis, il avait une baguette à la main. La baguette à la main, c'est pour monter la distance. Ils avaient déjà l'idée. Voilà. Il ne fallait pas qu'il s'approche de plus de la longueur de la baguette. Il avait tout trouvé, mais il ne connaissait rien aux microbes, mais il savait qu'il y avait un problème de contamination par proximité. Ça s'appelle le problème de Mandchourie, vous voyez que voilà, c'était des compresses en gaz qu'ils avaient, mais ça marchait, compresses en gaz. Alors, comment éviter l'infection à coronavirus? Mesures collectives. Alors, la nouvelle peste, point d'interrogation, puisqu'effectivement, on a pris certaines mesures qui sont proches de celles qu'on disait pour la peste autrefois et pas si longtemps que ça. Fermeture des frontières. La Nouvelle-Zélande et l'Australie ont été épargnées parce que ce sont des îles. Le pays qui a été le plus épargné par le coronavirus, c'est la Nouvelle-Zélande. Ils ont fermé. Les rugbymen ne pouvaient pas aller jouer ailleurs, c'est fermé. L'Australie aussi. Limitation des déplacements, on peut revenir dessus. Alors, mise en quarantaine, rappelez-vous qu'au début, les bateaux chez lesquels il y avait des coronavirus, des gens qui avaient le Covid, on les laissait hacker, ils n'avaient pas le droit de rentrer. Rappelez-vous qu'il y a eu des hôtels Covid, des villages Covid. Rappelez-vous les premiers Français qui sont venus de Chine, on les a mis en colonie de vacances dans un hôtel. Bon, voilà, mise en quarantaine. Alors, je suis d'accord avec vous, c'est compliqué. Il faut trouver un équilibre entre la sécurité sanitaire, les libertés individuelles, l'intérêt collectif. Oui, bien sûr. Oui. Vous allez voir mes dernières diapos. Hein. Il faut aussi prendre en compte le thème économique, le thème psychosocial. Donc, les écoles, c'est un sujet qui m'a beaucoup perturbé, enfin, je me battu beaucoup. Il faut que les enfants aillent à l'école. Hein. En Aquitaine, en Gironde, hein, pendant le confinement, le nombre de signalements pour violence enfants a doublé. Le nombre d'intoxications, notamment par le liquide hydroalcoolique, a augmenté. Sans parler des addictions aux écrans, il n'y avait que ça à faire. Hein. Sans parler d'un malbouffe, ils étaient devant la télé, ils avaient des cours, mais enfin bon, ils étaient... Donc, le confinement pour les enfants a eu un retentissement qui était important et qu'il fallait arrêter. Voilà. C'est aussi une raison pour laquelle on s'est battu, nous, pédiatres, pour qu'on reprenne une activité scolaire. Voilà. Donc, c'est pas bon, le confinement. Pour personne. Pour les gens, même les adultes, c'est pas bon. Mais bon. Je ne fais pas de commentaires sur les mesures. Moi, je détrie. Alors, ça vous intéressait peut-être. J'ai une nièce, qui est une brillante étudiante, à Sciences Po, peu importe, qui a vécu 1 an en Corée du Sud et qui après était en Angleterre. Donc, l'hiver dernier, était en Angleterre et elle avait acheté un téléphone, je ne vous donne pas la marque, mais en Corée du Sud, il n'y a pas 36 marques. Elle a acheté son téléphone en Corée du Sud. Eh bien, elle était en Angleterre au mois de mars, et voilà ce qu'elle recevait sur son téléphone. Elle recevait le traçage. Ben, voilà. Donc, elle savait que... Alors, elle était concernée parce qu'elle habitait dans ce quartier. Dongchung, donc c'est un quartier de Séoul. Quand on dit un quartier, c'est pas un quartier, c'est quasiment 20 000 habitants. Bon, bref. Elle avait été domiciliée à cet endroit-là, quand elle avait acheté son téléphone, et 1 an plus tard, quand elle était en Angleterre, elle recevait ces messages en disant, voilà, vous habitez dans ce coin. Ils ne donnent pas le nom, hein. Il n'y a pas de nom. Ils font le tracé. Un monsieur a visité un ami, après il est parti à tel endroit, dans l'après-midi, il a fait un voyage d'affaires dans son bus, il est parti travailler à tel endroit, il est allé à un enterrement, il est retourné à la maison à 1h, il est allé travailler, il a dîné, après là il est parti à la maison, il est parti à l'hôpital parce qu'il ne devait pas de bien, il est parti en taxi, finalement on l'a appelé en disant qu'il avait de la fièvre, finalement on l'a mis en quarantaine. Voilà. Donc ça c'est pour montrer, mais malheureusement je n'ai pas l'équivalent, je ne me rappelle plus, les gens ils avaient 3 millions de won, ça ne vaut pas grand chose, mais c'était très cher pour des pénalités s'ils ne faisaient pas la quarantaine. Alors lisez bien ça, c'est un document du 30 mars, ils ont mis à partir du 5 avril, si on ne respecte pas la quarantaine, c'est en tôle. Hein. En tôle, non, ouais, bon. 1 année, oui, non mais ça me paraît très intéressant. Je n'ai pas inventé ça, je dis ma nièce qui était en Angleterre, qui a donné tout ça, elle avait un téléphone, elle était enregistrée en Corée, voilà le message. Alors, comment ils savent ça? Alors on me dit on est fliqué, etc. Alors pas compliqué. D'abord c'est un problème de philosophie.
La Corée du Sud, ils ont la Corée du Nord à côté. Ça fait quand même des années qu'ils ont un peu la trouille, parce qu'ils vivent dans un climat un petit peu anxiogène. Donc ils sont prêts à faire accepter certaines choses. 1, pas compliqué, les caméras de surveillance. Voilà. 2, la carte bleue. C'est très bien que votre carte bleue, vous faites un achat, la police est capable de savoir ce que vous avez acheté. La carte bleue. Et 3, le téléphone portable, le GPS. Voilà. Donc, en Corée du Sud, ils font du traçage très élaboré, totalement anonymisé. Ils vous disent simplement que monsieur est parti à tel restaurant. Ils ne vous disent pas qui c'est. Ils vous disent, il y a un monsieur qui est positif, qui est allé à tel restaurant, à tel endroit. Voilà. Faites attention. C'est tout. Caméra de vidéosurveillance, carte bancaire et géolocalisation. La géolocalisation, c'est quand même intéressant. J'ai vu l'autre jour, il y a un monsieur qui était perdu dans la forêt pour les champignons. Il avait son téléphone. Voilà. Et quand on a une avalanche, on est content aussi. Voilà. Alors, il y a des outils, il y a des libertés individuelles, il y a des intérêts collectifs, il y a des urgences sanitaires. Je vous donne ça à titre d'exemple. Hein. Stop Covid, à côté, c'est Picha d'ailleurs. Moi, j'ai chargé, mais non, il faudrait que celui qui a le Covid l'ait aussi, comme il en parle. Bon, voilà, donc c'est simplement pour dire, après, je n'ai pas de jugement de valeur. Voilà ce que c'est. Alors, et le vaccin, situation inédite, pandémie, virus agressif, pas de saisonnalité, point d'interrogation, pour répondre à votre question. Incertitude sur l'immunité post-infection, quand on a des anticorps, est-ce qu'on est protégé totalement ou partiellement, et combien de temps ça a duré? Je ne sais pas. Il y a considérations politico-économiques, c'est pas pour rien qu'il y a les Chinois qui ont un vaccin, les Russes qui ont un vaccin, et les Américains qui ont des vaccins aussi, voilà, bon. Par contre, il ne faut pas se donner, il y a une situation inédite, il y a une stratégie inédite. C'est la première fois qu'on a une collaboration entre firmes concurrentes. Je donne un exemple. Pour le vaccin grippal, en France, il y a 3 fabricants, un anglais et un français, qui font des vaccins grippaux, qui sont concurrents. Ils se sont associés pour faire un vaccin contre la Covid. Je ne donne pas les noms, mais il y a un laboratoire anglais et un laboratoire français qui sont associés pour faire un vaccin contre la Covid. Bon. Ce qui est intéressant, c'est que cette collaboration, on n'a jamais fait autant pour la Covid qu'on faisait pour le palu ou le VIH, qui tue aussi des millions de gens. Alors, il y a 200 ou 300 candidats vaccins. Il y a plus de candidats vaccins que pour toutes les autres infections dans le monde. Il n'y a jamais eu autant de vaccins. Si on ajoute la polio, tout ça, il n'y a pas eu tout ce nombre de vaccins. Et alors, aussi, ce qui est original, c'est qu'on a dit d'aller vite, mais d'aller vite. Vous savez que les laboratoires, ils fabriquent les vaccins, ils ne savent pas encore s'ils vont les commercialiser. Les laboratoires, notamment français, ils font des vaccins. Il ne sait pas s'il veut le commercialiser, il ne sait pas s'il va être sûr et efficace, mais en tout cas, il est prêt. C'est-à-dire que si c'est bon, il peut lâcher de suite. On n'a jamais vu ça. Hein. Il faut quand même... Alors, les vaccins, je vais passer là-dessus parce que c'est trop compliqué. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut prendre? On peut prendre le virus qu'on a inactivé. Il est plus vivant, il est mort, inactivé. Mais il a des antigènes, notamment il a la petite spicule. Hein, voilà. On peut prendre le coronavirus qu'on a affaibli. Ça, c'est ce qu'on fait, par exemple. Pour le virus atténué, c'est pas un virus de la rougeole. Le vaccin rougeole, c'est un virus atténué. Coronavirus inactivé, par exemple le tétanos, voilà, ça, protéine S, la fameuse clé qui rentre dans les serrures. Hein, on peut la faire fabriquer par d'autres moyens. Par exemple, on peut demander à la bactérie de la fabriquer. On bidouille le génome de la bactérie, elle va faire des protéines S. On va l'injecter, ce sera un antigène que le corps va essayer de rejeter. Alors, ça c'est intéressant, c'est les vaccins russes, et puis un vaccin anglais aussi comme ça, c'est ils prennent un virus vaccinal connu ou pas connu, par exemple pour un virus qu'on appelle l'adénovirus, hein, qui est un virus qui peut infecter les humains. Ils prennent des adénovirus de chimpanzés d'ailleurs, peu importe. Ils prennent des virus vivants, et ils bidouillent pour mettre le gène du coronavirus dedans. Ce qu'on appelle un cheval de Troie. On injecte un virus, et dans ce virus, dans son programme, il y a un petit bout qui est le gène du coronavirus. Et l'organisme va faire des anticorps contre tout, y compris contre ce gène-là. Et puis alors, le plus récent, le plus original, celui qui a beaucoup fait parler de lui, c'est le laboratoire Moderna. Hein, Moderna, pas de publicité, Moderna, M, ça veut dire messager, Oderna, RNA. Hein, Moderna, c'est un jeu de mots M, Moderna, RNA, c'est l'ARN messager. C'est-à-dire que le vaccin que cette start-up américaine, dirigée par un Français, prépare, c'est le petit bidouille qui est à l'intérieur, le petit programme, vous savez, ce qui est à l'intérieur. Ils le mettent non pas dans une capsule, mais dans une petite particule lipidique, voilà, lipidique, petite enveloppe lipidique, le virus se rappelle un petit peu. On vous l'injecte dans la cuisse, et alors c'est vos cellules à vous qui vont utiliser cet ARN messager pour faire des antigènes que après vous allez combattre.
Donc c'est aussi un cheval de Troie, mais ça c'est très original. C'est pas le virus qu'on envoie, c'est juste l'ARN. Mais l'ARN tout seul, il fait rien. Il faut que notre organisme l'enregistre, fasse comme le boulot des cellules, il multiplie cet ARN et cet ARN sera rejeté. L'ARN tout seul, il n'est pas dangereux. Hein. Enfin, pas dangereux. Il n'est pas vivant en tout cas. Incertitude, combien de doses? On ne sait pas. Il faudra en faire 2, on ne sait pas. Rappel, on ne sait pas. Il faudra faire tous les ans, tous les 5 ans, tous les 10 ans, on ne sait pas. On ne sait pas. Pour qui? Il faut vacciner tout le monde. Il y a 7 milliards de gens dans le monde. L'OMS veut vacciner. Enfin, qui c'est qui va être servi en premier? 1 milliard, 2 milliards. Qui va faire ça? Je ne sais pas. Je voudrais finir sur des notes plus... Alors, priorité, efficacité, sécurité. Il ne faut pas aller trop vite. Vous savez qu'en France, on n'est pas très très chaud pour les vaccins. Hein. Ça, on le sait. Hein. Donc, il y a un paradoxe. On est pressé d'avoir, mais on a fait des études. Les Français, ils veulent l'avoir, mais il y a un pourcentage important qui ne l'auront pas. Ils attendent le vaccin, mais on ne voudra pas l'avoir. Donc, c'est compliqué. Et il y a 30% des Français, même s'il y a un vaccin, qui ne le voudront pas. Alors, ça, c'est important. C'est que pour connaître ce qu'on appelle l'immunité de groupe. L'immunité de groupe, c'est... Il y a suffisamment de gens qui sont vaccinés ou qui sont immunisés pour que les autres à côté ne l'attrapent pas. Comme c'est un virus contagieux, relativement contagieux, il faudrait que 65% de la population soit ait fait la maladie et garde des anticorps définitivement, soit vaccinés. Donc c'est un vaste programme. J'ai fini sur des mesures. Alors, peut-être je pense que ça c'est intéressant. Voilà. Alors, Charles Nicolle, vous allez voir sa photo tout à l'heure. C'est un monsieur très, très, très intelligent. Il est mort depuis longtemps. Hein, bon. Il a écrit en 1933, il y aura des maladies nouvelles. C'est un fait fatal. Il a dit, il y aura des maladies nouvelles. Voilà. La circulation microbienne modifie, surtout à cause des activités humaines. Il y aura des maladies nouvelles. Et vous voyez que 75, il y a plein de nouveaux agents responsables. Et c'est donc, voilà. Donc, l'activité humaine va générer des mélanges de virus, va générer des circulations de virus. Il y aura des maladies nouvelles. Alors, pour finir sur une note positive, je pense que ça va plaire à M. Bobet. Voilà. C'est un bouquin 1903. Alors, ce monsieur, c'est M. Nicolle. Il a eu le prix Nobel de médecine. Il n'y a pas 50 Français qui l'ont eu. Je pensais 7 ou 8. Il a pris le Nobel de médecine en 1930 et quelque chose. Voilà. Il a fait un bouquin, c'est un professeur au Collège de France. Et il écrit ça me paraît intéressant. Hein. La connaissance des maladies infectieuses enseigne aux hommes qui sont frères et solidaires. Sont frères parce que le même danger nous menace. Solidaires parce qu'en contagion, nous vient le plus souvent nos semblables. Donc on n'a pas le choix, il faut être solidaire. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Je pense que j'ai fini. Question ou pas? Question encore? Merci beaucoup. Question ou pas? Oui. Je dois accueillir 2 de mes petits-enfants parisiens pour les vacances scolaires. Je sais qui c'est, oui. Or, ma fille m'a envoyé un message cet après-midi qu'elle a reçu de l'école. Un enfant de CE1 dans la même classe que mon petit-fils a été dépisté positif parce qu'il avait fait un test, parce qu'il allait chez ses grands-parents. A priori, il était... asymptomatique. Alors, elle a reçu cette consigne, mais le médecin scolaire préconise que les enfants qui vont chez leurs grands-parents se fassent tester avant de venir. Alors, il faut au moins 5 jours. C'était un contact. Alors, je parlais de mon expérience personnelle. Donc, ma petite fille a été testée parce que dans son école, il y a un enfant qui était testé positif, qui n'avait pas grand-chose. L'enfant en question avait probablement hérité de son père. Le père l'avait, le frère aîné l'avait, la petite fille l'avait et la mère n'avait rien. Bon. Cette petite fille, qui est donc copine de cette jeune fille qui est copine de ma petite fille, a été dans un collège où ils ont mangé à 5, à table. Les 4 autres enfants sont négatifs. Voilà. Donc, il n'est pas exclu qu'un enfant soit infecté. Il est probablement très peu contagieux. Oui, on peut le tester, mais ce n'est pas une garantie parce qu'on est testé un jour. L'idée, c'est de tester, on est testé un jour. Et puis 3 jours après, tu vas être positif. Bon, il faut prendre des précautions, mesures barrières, voilà. Mesures barrières. Bon, de toute façon, il ne faut pas que ça se teste de suite. Hein. S'il était en contact avec le gosse positif, il faut attendre quelques jours. Voilà. Les vacances arrivent, mais écoutez. Voilà. Non, mais, voilà. Retenez l'idée que PCR positif ne veut pas dire contagieux. Ça peut être des virus vivants, des cadavres de virus. Bon. Si l'enfant est symptomatique, vous pensez que c'est un vivant. Et que, de toute façon, si cet enfant est contaminé, il y a peu de chances qu'il le donne à toute la classe, peut-être. Voilà. Peut pas. Après, c'est tout affaire de détails et de personnes. Oui. On a traîné là quand même. Hélène, c'était vachement long.
je décale un peu le sujet, mais sur les animaux de compagnie, chiens, chats, est-ce que vous avez des informations Non, alors non, il ne faut pas avoir peur des chiens et des chats. On a décrit un chat, un chien qui avait ceci, cela. Non, vraiment, non. Oui, ben écoutez, les animaux peuvent avoir des virus, mais ce n'est pas une source de contamination par le coronavirus. Non. Vous pouvez continuer à vous occuper de votre chat ou de votre chien, soyez tranquille, non. Évitez les chauves-souris chinoises, les pangolins, mais les chats, non, mais si vous voulez, tout existe. Mais on ne peut pas dire aujourd'hui qu'il faut se séparer de ces chats ou de ces chiens, parce que peut-être qu'on a publié un cas par-ci, un cas par-là. C'est des statistiques. Hein. Bien, mais je crois qu'on peut applaudir Jean Sarlang qui a fait une très belle présentation. Moi, je ne vais pas faire de conclusion spéciale, mais pour rebondir très simplement sur la question de cette dame, il n'y a pas de solution miracle, il n'y a qu'une chose à faire, c'est les gestes barrières. C'est la seule chose qui soit vraiment la plus importante de toutes. Laver les mains, le masque, la distance, voilà, il n'y a que ça. Le reste, c'est les tests, tout ça, mais c'est dans la pratique de tous les jours, c'est vraiment les gestes barrières qui sont les plus importants. Et l'idée, c'est qu'on va vivre pendant des années, avec le coronavirus, mais peut-être avec d'autres virus. Il y en a d'autres qui vont arriver, c'est sûr. C'est ça. Donc il faudra réapprendre l'hygiène. Complètement. L'hygiène, voilà, c'est l'hygiène. Voilà. Merci beaucoup à vous tous et tous, et merci à Jean Sarlang. Merci, docteur.